Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans votre mag Sport à la Une comme tous les lundis. Ce soir, gros focus sur l'équipe nationale de football du Sénégal. À moins d'un mois de la double confrontation contre la Guinée-Bissau, y a-t-il des nouveaux prétendants pour la ligne d'attaque des Lions du Sénégal? Papis Demba Cissé, 16 buts en Turquie. Boulaye Dia, 7 buts à Reims. Moussa Koné, transféré de Dynamo Dresde à Nîmes Olympique avec 2 réalisations en 2 rencontres. Abdoulaye Sané, 10 réalisations en Ligue 2. Qui pourrait être la surprise du chef de l'équipe nationale de Caire 86 et Pape Thiaw, attaquant de la génération 2002. Avec nos 3 invités, nous commenterons également l'actualité de la Ligue 1 avec la 11e journée qui a vu le Teungueth FC creuser l'écart avec ses dauphins. Victoire des Rufusquois au bout du bout devant Génération Foot qui s'enlise dans la crise. NGB, le roi des matchs nuls, a partagé les points avec Diambar. Le Garaf, adepte des montagnes russes, s'est imposé ce week-end contre l'AS Douane 1-0 et se retrouve au pied du podium. Les boss du web avec Mamadou Ndiaye, Aliou Cissé, honoré par le Parc des Princes, le hippisme, la réponse de Cheikh Tidiane Niang aux griefs posés concernant les conditions de course la semaine dernière par Madior Père. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bonsoir à nos invités et aux téléspectateurs. Bonsoir Pape Lamine. Oui, bonsoir Mam, bonsoir Cheikh Tidiane, bonsoir à Amadou Diop. Voilà, bonsoir Amadou. Bonsoir Mam, bonsoir Thiaw, bonsoir Pape Lamine. Merci d'avoir répondu à notre invitation, c'est un énorme plaisir. C'est un honneur. Voilà, merci de rester avec nous donc, durant cette émission. On va d'abord parler d'une infrastructure qu'on attend avec impatience. Le Sénégal, qui aura un stade moderne de 50 000 places. Jeudi dernier, le Gotha du monde sportif sénégalais était réuni à Diamniadio pour assister à la pose de la première pierre de cette infrastructure en présence de Macky Sall, président de la République. Le stade sera livré avant le démarrage des Jeux Olympiques de la jeunesse 2022. Pape Faraning et Amadou Diallo étaient présents au rendez-vous. Un stade de la dernière génération de 150 milliards de nos francs, bientôt au cœur de la nouvelle ville de Diamniadio, une infrastructure futuriste de 50 000 places répondant aux normes de la FIFA, un ouvrage ambitieux qui va permettre aux footballeurs sénégalais d'évoluer dans un stade digne de son nom devant de nombreux sportifs, des supporters des équipes nationales. Le président Macky Sall a procédé à la pose de la première pierre du stade du Sénégal. Nous démarrons une nouvelle génération d'infrastructures publiques répondant à la vocation de Diamniadio d'être une cité intégrée et multifonctionnelle. Au-delà du stade de football, il y a aussi des complexes annexes pour les autres disciplines sportives comme l'athlétisme et autres terrains d'entraînement. Pour accueillir d'abord les premiers Jeux olympiques de la jeunesse en 2022, mais ce stade certainement accueillera la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grandes compétitions internationales. Ce projet du stade à Diamniadio a germé dans la tête du président de la République lors de la Coupe du Monde Russie 2018. Lors du match Sénégal-Pologne, le président Macky Sall veut offrir aux footballeurs sénégalais un stade comme celui des Spartak de Moscou. Ainsi, le Sénégal n'aura plus rien à envier des autres pays. Voilà une infrastructure attendue bien sûr par beaucoup de supporters et qui fait plaisir certainement à Cheikh Tidiane qui milite pour la mise en place d'infrastructures dignes de ce nom. Non, mais quand même, ça nous fait rêver, franchement, en dépit du prix que l'on annonce, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais quand même, avoir cette infrastructure au Sénégal, en stade de dernière génération, stade annexe où on pourra pratiquer de l'athlétisme, en stade de 2000 places, je trouve que quand même, ça va être un gros acquis pour le monde du football, pour le monde sportif. Et Diamniadio, comme Rades de Tunis, ça va être quand même le centre névralgique du sport sénégalais. Et c'est bon à prendre. Alors, le prix fait un peu jaser, hein, 150 milliards annoncés comparé à d'autres stades aussi beaux et aussi grands qui n'ont pas coûté aussi cher en Afrique. Pape Lamine, bon, pour le Sénégalais lambda, ça peut effectivement faire tiquer. Oui, effectivement, ça peut faire tiquer parce que peut-être certains se diront les priorités sont ailleurs, pourquoi mettre 150 milliards dans un stade. Moi, je dis que épiloguer sur le prix de l'infrastructure, c'est
carrément, à mon avis, perdre son temps parce que le Sénégal a besoin de cette infrastructure de dernière génération. Le dernier grand stade qu'on a eu à construire, c'était en 85 avec le stade Léopold Sédar Senghor qui ne répond plus aux normes de la FIFA. C'est vrai qu'on ferme les yeux pour y abriter des matchs internationaux, mais je pense que c'est bon à prendre. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est comment gérer ces types d'infrastructures-là, parce que c'est des infrastructures de dernière génération. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit tout le temps nommer des inspecteurs de sport pour gérer les infrastructures sportives, comme ce qui se fait jusqu'à présent au niveau du Sénégal? Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la direction des infrastructures sportives logées au ministère des Sports, on a quand même réfléchi sur comment gérer cette infrastructure-là? Est-ce qu'il faudra externaliser la gestion de cette infrastructure? Ce sont les grosses interrogations auxquelles je me pose. L'autre chose, c'est les stades, ça ne sert plus à venir et suivre un match de football après 90 minutes, on sort, on rentre. Les stades maintenant, c'est un espace convivial, les gens viennent avec leur famille, ils sont dans les restos, dans les boutiques, font des achats, mangent avec leur petite famille et après, avant le coup d'envoi, ils rentrent dans les stades, regarder le match et rentrer chez eux. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse sur tous ces paramètres-là pour donner... Je pense que ça a été pris en compte parce qu'on nous parle d'un restaurant. Comme c'est le cas avec le Dakar Arena, où quand même, durant l'Afrobasket, on a vu qu'il y avait un dispositif mis en place pour que les gens puissent se restaurer. Après, il y a aussi, Amadou, la question de la distance, parce que Cheikh Tidiane en parlait, le centre névralgique du sport, mais aujourd'hui, quand même, il faut dire que, par exemple, pour les équipes de Ligue 1, aller jusqu'à Diamniadio, ça peut être assez casse-tête. Bon, même si le stade n'est pas forcément destiné aux équipes de Ligue Pro, mais ce problème du transport, est-ce que ça peut être un frein, justement, à l'usage et à l'adoption de ces infrastructures par le public sénégalais? Bon, moi, je dirais tout simplement, d'abord, c'est un luxe de soulagement. Et d'abord, on félicite le président qui a eu l'idée et l'initiative de nous offrir ces bijoux-là. Je pense qu'aussi, il s'est inspiré sur la Russie, comme on l'a si bien dit, pour prendre le goût et savoir qu'aujourd'hui, dans le monde footballistique, surtout que le Sénégal, dans son statut de leader, on doit y avoir au moins un stade digne de ce nom. Et je pense bien qu'aujourd'hui, ce qu'on vit au Sénégal, je pense que la distance ne nous gênera pas parce que les gens sont aussi... exilés un peu partout, entre Guédiawaye, deuxièmement, comme on dit, c'est la nouvelle ville. Et surtout, il y a quand même, faut pas oublier, il y a le train express, voilà, régional, BRT, voilà, justement. Tout ça. Et d'autre part, moi, je pense que voilà, les fans de cette équipe nationale-là, je me rappelle bien du temps de Koya et Pape Diop, le Sénégal avait déplacé son match à Kaolack. Et que le stade était archi-comble. Donc, quand tu prends aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde footballistique, avec cette modernisation-là, je pense que voilà, la distance, pour moi, ça importe pas. Ça ne devrait pas poser problème. L'essentiel, c'est d'avoir ce stade-là. Tout à fait. Voilà. Le président parle aussi de la possibilité d'organiser une CAN dans 4 ans. Bon, après, je pense qu'il y a une CAN en 2023 attribuée à la Côte d'Ivoire. En 2025 à la Guinée. Bon, est-ce qu'il est un peu mal informé ou il veut peut-être faire une co-organisation avec la Guinée? Je pense qu'il a été briefé sur ce sujet-là. Il ne s'est pas trompé. Il a lancé sa balle de sonde par rapport à la CAF. Effectivement, il a lancé son ballon de sonde parce que n'oubliez pas que le Sénégal a également octroyé des privilèges à la CAF en abritant les CAF Awards en 2018, là, au moment où on avait du mal à organiser ce ballon d'or africain-là. Le Sénégal également a accepté d'abriter beaucoup de jeunes compétitions comme la Coupe d'Afrique des U20, le tournoi IFOA, la Coupe d'Afrique des U23 et tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, le modèle de co-organisation n'est pas à exclure parce que c'est vrai que la Guinée, c'est le pays d'à côté.
mais également pour organiser une CAN. N'oubliez pas que le format de la CAN a évolué avec le nombre d'équipes qui y participent. Donc je pense qu'il faudra 6 terrains, 6 grands stades aux normes, en plus les réceptifs hôteliers et tout ce qui va avec. L'idée de co-organiser cette compétition-là, je pense, avec la Guinée, n'est pas on parle de la Gambie aussi, hein. On parle de la Gambie, oui. Mais moi, je pense que le président va dans la lignée de l'organisation des Jeux Olympiques. Je pense que ça doit être une continuité. Tu ne peux pas organiser une si grande compétition que les Jeux Olympiques et ne pas pouvoir organiser la Coupe d'Afrique. Ouais, parce que déjà à Dakar, ça peut faire 3 stades. Bon, dans la région de Dakar, le stade olympique d'Amba Diop qui sera entièrement rénové. Et on parle là aussi dans le stade de dernière génération. Peut-être que ça pourra abriter des matchs de Coupe d'Afrique. Léopold Sédar Senghor aussi. Entre-temps, si c'est rénové, ça ne fera déjà 3. Si c'est une co-organisation, ça peut bien marcher ou bien construire dans les régions. Alors si on fait le point, on se rend compte que quand même le Sénégal est en train, petit à petit, de faire son retard par rapport au passé. Aux infrastructures. On a parlé du Dakar Arena, il y a aussi l'arène nationale. Et bientôt un stade olympique, mais il y a un point important qu'a souligné Lamine, et je pense que sur ce point-là aussi, il faudra que le ministère des Sports pousse la réflexion, c'est la gestion de ces infrastructures. Parce que je ne pense pas que l'arène nationale ait abrité beaucoup de combats jusqu'ici. Je ne pense pas qu'également, en dehors de la compétition de boxe qui s'y passe actuellement, le Dakar Arena soit utilisé régulièrement. Et ça, effectivement, c'est une réflexion à mener par rapport à un partenariat public-privé et même l'organisation de spectacles au-delà du sport. Donc, c'est peut-être un élément de réflexion, en tout cas, pour le ministère des Sports. On aura l'occasion certainement d'en reparler. À présent, on va faire une transition pour parler de football avec le sujet qui fait qu'on a invité Pape Lamine, Amadou et Pape Thiaw qui nous rejoint dans quelques instants, l'équipe nationale du Sénégal. Et on va commencer par la ligne de l'attaque des Lions de la Teranga. Oui, non, Fatou, à un mois de cette double confrontation donc face à la Guinée-Bissau, l'attaque des Lions pourrait accueillir de nouveaux visages en dépit de ce noyau dur déjà bien en place composé de Sadio Mané, Mbaye Niang et autres. Nous allons voir ce sujet signé Mamadou Ndiaye pour nous parler de ces nouveaux qui peuvent aspirer à une place dans le groupe d'Aliou Cissé. La ligne d'attaque des Lions ne connaîtra sans doute pas un grand chamboulement lors du prochain rassemblement de l'équipe nationale. Les cadres que sont Sadio Mané et Mbaye Niang seront à coup sûr de la partie sauf contrainte. Les prestations convaincantes de Famara Diédhiou et Habib Diallo lors des derniers matchs des éliminatoires de la CAN font de ces deux avant-centres des candidats sérieux pour la double confrontation face à la Guinée-Bissau. Mais ces dernières semaines, de noms s'affirment de plus en plus pour bouleverser la hiérarchie dans la tête du sélectionneur. L'on se demande si un retour est envisageable pour Papis Demba Cissé dans la tanière, l'attaquant dans l'Ania Sport qui va avoir 35 ans au mois de juin brille sur les pelouses turques avec 16 buts. Lui est jeune et n'a pas encore de vécu en équipe nationale A. Moussa Koné, qui a rejoint Nîmes au mercato d'hiver, a déjà fait trembler les filets à 2 reprises en sortie de banc. L'ancien international U20 est bien connu du sélectionneur qu'il a une fois mis en liste d'attente. Un autre ancien pensionnaire des Lions jeunes du Sénégal qui brille en Ligue 2, il s'agit d'Abdoulaye Sané. L'attaquant de 27 ans du FC Sochaux est à 10 buts cette saison sous les ordres d'Oumar Daf, ce qui fait déjà le double de son total de la saison dernière. La surprise pourrait venir aussi de Boulaye Dia, le fer de lance du Stade de Reims qui acclamait haut son envie de porter le maillot du Sénégal, buteur cette saison au Vélodrome et au Parc des Princes. L'attaquant de 23 ans a une carte à jouer. Mais, voilà, des cartes à jouer, des places à prendre, on pose le débat. On commence d'abord par peut-être le plus ancien qui marque quand même depuis le début de la saison et qui est prolifique en but. Il s'agit de Papis Demba Cissé. Alors, son cas interpelle parce que ça fait depuis 2 saisons qu'il est régulièrement au top des meilleurs buteurs de la Super League, mais il n'y a pas eu un appel de la part du sélectionneur. Pape Lamine, est-ce normal et comment vous l'expliquez ?
Oui, c'est vrai qu'Aliou Cissé La ligne d'attaque des Lions à son projet, c'est lui qui voit les joueurs avec qui il veut faire dérouler son projet. Mais si on se fie sur les déclarations qu'il a toujours eu à tenir dans les conférences de presse, son critère premier, c'est la compétitivité. Et si on parle de compétitivité, on pense que Papis Demba Cissé est compétitif. Depuis la saison dernière, c'est 44 matchs, 43 matchs et 23 buts actuellement. C'est Papis Demba Cissé aujourd'hui le deuxième meilleur buteur de la Super League, malgré son âge, 34 ans. Mais depuis également la prise de fonction de Aliou Cissé en 2015, c'est vrai qu'il avait convoqué pour la première fois Papis, mais Papis n'était pas venu pour cause de blessure. Et depuis lors, il l'a plus rappelé. Mais je pense qu'aujourd'hui, Papis Demba Cissé, personne ne peut nier ses qualités de buteur, de tueur. Il l'a démontré dans les championnats où il est passé. Il l'a démontré en France, à Metz, en Ligue 2 avec Babacar Gueye. Il l'a démontré à Newcastle, en Premier League. Il l'a démontré également sur son court séjour en Chine avec Shandong. Aujourd'hui, il continue sur cette même lancée-là. Et je pense que, en fait, il peut prétendre à une place. Il peut prétendre à une place parce qu'on n'a jamais entendu Papis Cissé déclarer sa retraite internationale, ce qui veut dire qu'il est toujours sélectionnable. Mais concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est judicieux pour l'entraîneur de convoquer un joueur qui va avoir 35 ans dans un mois? Très bien. Amadou? Moi, je pense d'abord pour le respect du corps. Je dirais tout simplement que Aliou est mieux placé aujourd'hui pour nous répondre. Parce que d'abord, il y a l'entraîneur, le statut de l'entraîneur, coach est là. Il y a l'entraîneur qui a ses principes. D'abord, il a sa ligne de conduite. D'autre part, il a ses convictions. Moi, je pense que personne aujourd'hui ne nous dira que Papis n'est pas sélectionnable. Mais moi, je pense que, est-ce que Aliou, dans sa lignée, n'a pas fait un trait sur ces anciens, comme on dit, ces anciens joueurs-là, pour avoir sa nouvelle politique de la nouvelle génération? Et là, je dirais tout simplement que, d'abord, l'entraîneur, il a son équipe de base, et Aliou, depuis fort longtemps, il a travaillé sur un groupe. Là, vous l'avez bien cité, il y a Mbaye Niang, Sadio Mané, il y a Keita Baldé qui revient en forme avec Monaco. Il y a aussi le jeune Sarr. Ismaïla Sarr. Il est maintenant compétitif. Il y a aussi le jeune de Metz, Habib. Moi, je pense qu'avec Habib, c'est autre chose. Et aussi, il y a aussi Djedou. Moi, je pense que... Donc, la concurrence est assez rude. Assez rude. Est-ce que Aliou va prendre cette patate chaude pour le... Très bien. Pour vous, c'est une patate chaude alors. Ouais. Alors, Pape, parlons foot, sport. Je veux dire, objectivement, aujourd'hui, quand on regarde le classement des buteurs, il y a des joueurs qui sortent du lot. C'est vrai qu'Amadou a cité beaucoup de joueurs qui sont aussi performants. Et bon, peut-être les profils sont un peu même différents. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Papis peut prétendre à une place où son âge, quelque part, limite ses chances de revenir en équipe nationale? Bon, moi, j'aime pas qu'on parle d'âge, parce qu'il peut apporter son expérience. Mais d'après ce stade, il est sélectionnable. Mais après, il y a un choix qui doit faire Aliou. Donc, il est sur une continuité avec un groupe qui est là, avec beaucoup d'attaquants qui brillent aussi. Même si Papis marque beaucoup de buts, aussi... il y a le petit Habib qui est en train de faire du très très bon boulot. Et je pense que aussi, est-ce que Papis, c'est un joueur que tu peux avoir sur le banc? C'est ça le problème. Mais c'est un rôle de grand frère là. Je pense que vous avez vécu ce genre de situation avec Amara Traoré. Exactement. Est-ce que quand même ce genre de profil peuvent aider dans un groupe? Oui, c'est sûr, ça peut aider parce que Amara nous aidait beaucoup avec son expérience, tout ça. Mais après, c'est à lui qui peut dire ça. Parce que c'est lui qui gère son groupe, c'est lui qui connaît son groupe. Est-ce que son groupe en a besoin? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il y a beaucoup de leaders quand même dans ce groupe, et tandis que nous, il y avait des problèmes d'ego. Donc un gars comme Amara,
on avait besoin. Okay. Donc, il y a tout ça, ces paramètres. Donc, comme il a bien souligné Amadou, seul Aliou peut répondre à cette question. Tout à fait. Mais quand on pose justement, en parlant de paramètres, parce que Amadou semblait dire qu'il y a un groupe de base, certes, mais il y a aussi, depuis la CAN, on sent que voilà, il y a des nouveaux joueurs qui sont intégrés petit à petit. C'est le cas de Habib Diallo dont vous parlez, Famara Diédhiou qui revient. Est-ce qu'on repart sur un nouveau panel ou on peut quand même incorporer, ramener de la vieille sauce pour... voilà. Bon, moi, je dirais tout simplement à la place d'Aliou, je ne vais même pas m'hasarder. Parce que d'abord, j'ai essayé Habib, il m'a donné satisfaction. J'ai essayé Amara Diédhiou, Famara Diédhiou, il donne satisfaction. Mais je ne vais pas me dire aujourd'hui, je vais essayer un autre. Moi, c'est dans cette lignée-là que je vais continuer et le reste, on verra. Mais je dirais que Papis, il a montré que voilà, il n'a pas encore baissé les armes. Okay. Il donne satisfaction, mais j'ai peur qu'Aliou lui tourne le dos. Très bien. Alors, parlons un peu voilà, des jeunes aussi, hein, parce que ce n'est pas parce que vous avez des joueurs qui donnent satisfaction que vous mettez des œillères par rapport aux performances de tous les potentiels sélectionnables. Parce qu'aujourd'hui, on parle du cas de Papis Demba Cissé parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. Il est à 16 buts, c'est l'un des meilleurs attaquants en ce moment sénégalais du moment. Il est dans la liste, il est sur voilà, le starting block. Maintenant, il y a des joueurs aussi, des jeunes joueurs comme Boulaye Dia, comme Abdoulaye Sané, qui voilà, a revu une seconde jeunesse à Sochaux. Est-ce que ce sont des joueurs qui peuvent être intégrés dans la prochaine liste et qui peuvent constituer une surprise par rapport aux 2 matchs contre la Guinée-Bissau? Moi, je pense qu'aujourd'hui, Aliou, avant la publication de la liste pour la double confrontation, il ne faut pas qu'il pousse des cheveux blancs parce que je pense que la ligne d'attaque est la ligne la plus fournie dans cette équipe nationale du Sénégal là parce que les performances sortent de partout en Europe. C'est vrai. Après, voilà, Boulaye Dia, c'est vrai qu'il fait de bonnes choses avec Reims. On voit Abdoulaye Sané également qui fait de bonnes choses avec Sochaux. Mais tout dépend également du profil qu'ils vont trouver dans cette équipe nationale-là. Est-ce que Boulaye Dia, aujourd'hui, c'est un profil qui nous manque dans cette équipe nationale? Je pense qu'il a le même profil que Mbenya, quelqu'un qui peut percuter, qui peut attaquer, qui peut jouer dos au but, un attaquant pivot également. Il a le même profil que Mbenya. Sané, Abdoulaye, c'est quelqu'un qui dévore les espaces. On a aujourd'hui ce Keita Baldé et ce Ismaïla Sarr qui sont dans cette équipe nationale-là. Et il ne faut pas oublier... Mais est-ce que les places de Keita Baldé et de Ismaïla Sarr sont inamovibles quand on voit leur saison un peu en dents de scie, hein, parce que ce soit Keita Baldé ou Ismaïla Sarr, ça n'a pas été un long fleuve tranquille depuis le début de la saison. Non, aucune place n'est garantie dans cette équipe nationale-là, à part le poste de gardien avec Edouard Mendy et celui de Sadio Mané, je pense. Et de Kalidou Koulibaly. Et Gana Gueye également, oui, Pape, et Gana Gueye également. Mais sinon, tous les joueurs qui évoluent dans les autres secteurs sont interchangeables. Maintenant, c'est à Aliou Cissé de voir comment greffer, s'il veut, ces nouveaux joueurs-là dans son ossature. Mais il ne faut pas oublier qu'Abdoulaye Sané également a fait un bref passage dans cette équipe nationale-là. Je pense que c'était du temps de Amara Traoré. Il a été convoqué. Giresse, je pense. Quand il évoluait à Rennes, je pense qu'Abdoulaye Sané était déjà dans cette équipe. Après, il a eu des difficultés dans sa carrière. Il est parti se relancer aujourd'hui à Sochaux, ce qui est une bonne chose parce qu'il faut savoir mieux reculer pour mieux sauter. Mais je pense qu'aujourd'hui, ces profils d'Abdoulaye Sané ne manquent pas à cette équipe nationale, mais il faut toujours essayer ce profil de Boulaye Dia. Aliou Cissé n'a jamais parlé également de Boulaye Dia, c'est le joueur qui a déclaré sa flamme à l'équipe nationale. Bien sûr. Mais il n'est pas mal. Il n'est pas mal du tout. À l'instar de tous les joueurs que vous regardez sur les terrains et qui vous séduisent parce qu'ils jouent bien. Il n'est pas mal du tout. Maintenant, c'est à Aliou. Non, mais c'est pas pour dire qu'il faut prendre tout le monde. Mais on regarde aussi le foot et j'imagine comme... Alors, aujourd'hui, c'est plus comme autant. Hein. Maintenant, c'est les joueurs qui frappent à la porte de l'équipe nationale. Avant, c'était à nous d'aller les chercher, de les draguer. On a la chance aujourd'hui d'avoir des joueurs comme Sadio Mané. Les joueurs rêvent de jouer avec lui. Franchement, quand on a ce genre de joueurs, on peut se contenter. Ce genre de choses. Mais après, pour le cas de Papis, comme on a dit, hein, d'après ces stades, il mérite vraiment d'être sélectionné. Mais après, est-ce que le sélectionneur... On a besoin. Ouais, exactement. Pape, vous savez, là, on est en train de parler de tous ces joueurs. On a l'impression qu'on a un trop-plein d'attaquants, trop-plein de bons joueurs.
Alors que lors de la CAN, à un moment donné, on s'est retrouvé carrément diminué à ce poste, avec Mbaïnian qui était diminué, l'autre là, comment il s'appelle, l'attaquant turc, Baïdian, qui n'arrivait plus à marquer, Sadatioub qui ne donnait pas du tout. Mais là, on se dit que le Sénégal, après cette compétition, tout le monde s'est dit que cette équipe quand même manque en avant-centre. Parce que Mbaïnian, lui, c'est pas un véritable avant-centre. Là, on a essayé, comment il s'appelle, Habib Diallo face à l'équipe du Congo à Thiès, l'autre face à Eswatini. Mais quand même, est-ce que ces deux équipes-là peuvent servir de baromètre pour savoir exactement l'avant-centre qu'il faut à cette équipe du Sénégal? Mais après, il faut chercher. Je pense que sur les côtés, on est bien garni. Après, dans l'axe, la CAN 2019, on n'avait que deux. Si on regarde, c'est avec parce que c'est là où Lamine disait que quand même ce profil-là, on l'a déjà en équipe nationale, mais est-ce suffisant? Est-ce que vous trouvez que l'équipe nationale marque beaucoup de buts, par exemple, par rapport au nombre? Déjà, il y a un problème d'efficacité. Beaucoup d'occasions, ratio occasion-nombre de buts. Je pense que c'est... Je pense que déjà, on marque un but par match. 2. Ouais, 2 buts par match, donc c'est pas mal en Afrique. 83 depuis qu'il est là, donc c'est un bon ratio. C'est quelque chose de bien. Mais on pourrait en marquer plus. Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on souhaite. Vous ne répondez pas à la question de Cher Tidiane par rapport au poste spécifique d'avant-centre, en fait. Mais moi, je dis c'est bien que certains jours se signalent. Mais des fois, comme on l'a si bien dit, on est à 1 mois de la compétition. Est-ce que moi, je prendrais le risque de prendre un nouveau joueur? Non, mais c'est ça le problème. Est-ce que là, le Sénégal est dans le risque, dans ses éliminatoires, tout en sachant que quand même, on joue contre des adversaires, on ne va pas les minimiser, mais quand même, ils sont un cran en dessous. Mais quand même, est-ce que ce n'est pas le moment d'essayer? Mais effectivement, ce n'est pas le moment d'essayer. Moi, je pense que c'est une continuité aujourd'hui. Il faut d'abord se rassurer avant d'essayer. La preuve, ce que les gens croient, ce n'est pas ça. Parce que la Guinée-Bissau, attention, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Oui, bien sûr. D'abord, c'est un derby local, comme on dit. Moi, je dis, il faut prendre tous les atouts de notre côté pour pouvoir d'abord réussir ce match-là, cette double confrontation-là, pour pouvoir demain, dans un match amical, commencer à... Le problème qui se pose aujourd'hui, si Aliou Cissé, je ne parlerai pas de risque, parce que les matchs vont s'enchaîner. Après la double confrontation contre la Guinée-Bissau, en juin, on aura Congo. En septembre, on aura Eswatini. On enchaîne sur le Togo en octobre pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. Donc, on n'aura pas de répit. Est-ce que le Sénégal même va jouer un match interne, un match amical durant la trêve? Je pense qu'on va enchaîner. Et je reviens un peu sur Papis. Papis, on ne va pas l'essayer. Papis, il a déjà fait ses preuves en équipe nationale. C'est 17 buts. C'est le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. Il connaît déjà ce poste, il connaît l'Afrique, il connaît les terrains, il connaît les adversaires, il connaît cette adversité-là. Est-ce qu'on va l'essayer? On ne va pas l'essayer. Tout dépend du cadre qui sera défini par Aliou Cissé et ce qu'il veut faire de Papis Demba Cissé. Est-ce qu'il lui dira, écoute, mon frère, tu seras là sur le banc pour accompagner tes jeunes frères, leur montrer comment finir un ballon flottant, comment, je ne sais pas moi, je ne suis pas entraîneur. C'est juste une idée que je donne. Mais Papis, on ne va pas l'essayer. Il a déjà fait ses preuves dans cette équipe nationale-là. Très bien. Oui, mais quand même, il faut le dire qu'il manque un vrai avant-centre. Bon, peut-être il y a Famara et Habib Diallo, mais ils n'ont pas encore prouvé leur réelle valeur en équipe nationale. Vous étiez avant-centre Pape Mais Habib, il a été titularisé combien de fois? Il est sur le chemin. Il est en progression. Est-ce que Papis a été une fois sélectionné? Non. Et après, est-ce que Papis rentre dans les plans de jeu d'Ali? Tout à fait. Il faut se poser cette question. On peut être bon, on peut être un bon avant-centre, mais on ne rentre pas dans le profil, dans le projet de jeu de l'entraîneur. Donc il y a ça, mais après, d'après ces stades, franchement, il mérite d'être sélectionné. En fait, il y a l'aspect Aliou, Papis Demba Cissé, mais il y a aussi les autres joueurs. Il faut, je pense, un peu élargir le débat. Il ne faut pas faire une fixation sur lui, parce qu'il y a aussi Moussa Koné. En sortie de banc, déjà, il a marqué à deux reprises en championnat.
Mais ce genre de jeune garçon, est-ce qu'on ne peut pas le sélectionner et en faire un projet, tout en sachant que, sauf catastrophe quand même, le Sénégal va se qualifier à la Coupe d'Afrique. Ouais. Oui, mais quand même. Très bien. Mais moi, je pense que là, Aliou, peut-être dans sa tête quelque part, il est en train de gérer ça. Parce que, comme tu l'as si bien dit, demain, peut-être il y aura quelques blessés. Est-ce que dans son calepin, il n'a pas ça? C'est la question qu'on se pose. Mais moi, je dis tout simplement que ces deux gamins-là... Non, mais attends. Ils ne peuvent pas. Habib, on l'a titularisé 2 fois. Mais il faut lui donner la confiance pour qu'il explose. Famara, tout le monde a vu qu'il a été laissé en rade. Après, il revient pour montrer ses qualités propres. Tout le monde était d'accord. Ouais, mais ça aussi, c'est un problème. Est-ce qu'il est venu définitivement pour rester? Parce que quand même, on n'a pas compris. On n'a pas compris sa mise à l'écart. Moi, je dis ça, c'est le choix de l'entraîneur. Moi, je pense avec le cas de Moussa Koné, c'est différent des autres cas parce qu'Aliou Cissé, il a toujours cité Moussa Koné lors de ses conférences de presse. Il a été même présélectionné contre le Brésil en match amical quand on jouait à Singapour. Ça veut dire que le sélectionneur national a une idée précise de ce qu'il veut faire avec Moussa Koné. Pour le cas de Famara, c'est un peu plus complexe parce que Famara, souvent, c'est des concours de circonstances qui lui font jouer parce que Mbaye était absent également, il n'était pas venu et tout le monde sait que Mbaye est l'attaquant numéro 1 de Aliou Cissé. Est-ce qu'aujourd'hui, si Mbaye est présent et en possession de ses capacités physiques et je ne sais pas... Mais Lamine, justement, est-ce que la donne n'a pas changé par rapport à Mbaye aujourd'hui? Est-ce qu'il est l'attaquant numéro 1? Parce que déjà, sur le match contre le Congo, il est sur le banc. Et par rapport aux épisodes précédents, on ne va pas revenir là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, la donne n'a pas changé? Et d'ailleurs, Mbaye a connu une petite méforme. Là, il revient avec 2 buts. Mais pour moi, justement, ça ouvre encore plus le débat sur l'arrivée de nouveaux joueurs, potentiels joueurs, qui peuvent peut-être prendre la place de Mbaye. Et surtout, Sakane, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, on a attendu les buts de Mbaye. On se disait, ouais, il se bat, quand même, mais dans une compétition, tu peux la louper. Hein. Ouais, certains l'ont comparé à Giroud. Ouais. On disait que ouais, il fait le travail, il pèse, mais quand même, il va marquer les autres sur le côté. Je pense que pour Mbaye, ce qu'il a fait, on a été en finale dans cette canne, pas oublier. Très bien. En plus, c'était diminué. Par rapport au contexte, parce que aussi parfois on peut avoir un joueur sur lequel on compte, et puis finalement le contexte fait qu'il n'est plus forcément le choix numéro 1. Tout le monde savait que Aliou Cissé comptait beaucoup sur Mbaye, mais la donne a peut-être changé. Et aujourd'hui, voilà, sur les côtés aussi, il y a des joueurs qui ont leur mot à dire. Oui, vu ce qui s'est passé à la CAN, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il y a Habib Diallo qui tape vraiment à la porte pour être titulaire à ce poste, comme ensemble. C'est pour ça qu'il faut qu'il y a des matchs que Mbaye est sur le banc. Mais aujourd'hui, voilà, il y a d'autres joueurs qui tapent à la porte. Pour moi, la sélection nationale, ça ne doit pas être un truc facile qu'on marque 1 ou 2 buts en France, ça y est, on doit nous appeler. Très bien. Et ça doit être quelque chose de lourd. Okay. On sait quand on est là, c'est dur. On a galéré. C'est pas parce qu'ici au Sénégal, on a tendance à faire un joueur qui marque un but en D2 ou je ne sais pas où. Ah ça y est, il faut l'appeler. Okay. Non, une sélection doit être quelque chose qu'on mérite. Okay. Qu'on mérite, qu'on doit montrer, qu'on doit faire, qu'on doit marquer des buts. Beaucoup, comme aujourd'hui, moi je suis... Sauf que des fois, tu vois des joueurs qui marquent 1 ou 2 buts et si tu ne les convoques pas, tu peux les rater. Parce que c'est arrivé. Je ne sais pas, c'est pas arrivé, mais avec Moussa Sow, c'était possible que cela arrive. Parce que Moussa, en un moment, les Français ont regretté de ne pas le convoquer en équipe de France. Et après, il a explosé. Et là aussi, je fais référence à Boulaye Dia, l'attaquant de Reims, qui est actuellement même très demandé dans le championnat anglais. Et s'il explose demain et qu'il n'est pas convoqué en équipe du Sénégal et que la France le convoque, là, quand même, on se dira qu'on est passé à côté. À côté, très bien. Alors, on va écouter d'autres spécialistes qui ont aussi réagi à la question. Pour eux, il n'y aura pas de chamboulement dans l'attaque des Lions. Papis Demba Cissé a déjà fait son temps en équipe nationale. Par contre, Boulaye Dia a des atouts pour rejoindre la tanière. Nous les écoutons. Déjà, il faut revenir sur les critères de sélection. Donc les critères sont nets, donc c'est des critères bien définis. Quand le joueur est en compétition et opérationnel pour son club, quand il fait des résultats, en principe, il doit venir en équipe nationale. Maintenant,
au-delà de ça aussi, il y a des considérations spécifiques qu'il faut prendre. Est-ce qu'un joueur comme Papis Demba Cissé n'a pas fait son temps en équipe nationale? Je pense que c'est le nœud de la question. Boulaye Dia, pour lui, peut-être opérationnel pour Aliou Cissé. C'est un jeune joueur qui fait en tout cas des résultats extraordinaires de son club. Habib Diallo, il est déjà là. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des attaquants qui sont sur place. Est-ce qu'ils vont laisser céder la porte ouverte comme ça aux autres attaquants? Ça peut faire l'objet d'une autre question aussi. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir quand même une sorte de résurrection de certains joueurs. Donc, Damdoy, Papis Demba Cissé, Damdoy est de l'autre côté, Papis Demba Cissé. On parlait aussi de Boulaye Dia. Moi, je pense que certainement, c'est Boulaye Dia qu'on devrait essayer de voir, compte tenu du fait qu'il pourrait quand même apporter du sang neuf à l'équipe. On ne l'a pas vu en sélection et il a envie de venir. Donc, essayons peut-être de l'appeler. Et ça peut permettre aussi de juguler certaines situations dont la venue de Mbaye Diagne qui n'a pas donné totale satisfaction aux Sénégalais. Et Mbaye Niang qui n'est pas souvent très précis peut-être dans ses choix tactiques et autres. Donc je me dis que quelque part, il faudrait que Aliou Cissé puisse au moins appeler des joueurs qui puissent nous donner quelque chose. On a vu Sada Thioubou qui est revenu à un meilleur niveau. Et avec les matchs qu'on a, la série de matchs en sélection, peut-être avec les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde, il faudrait qu'on ait un maximum de joueurs en attaque qui puissent nous permettre de se qualifier ou bien de marquer des buts, mais surtout pour les cas de Papis Demba Cissé et autres. Je pense que depuis 2012, je dirais qu'ils ont déjà fait leur temps, quoi. Ce sera très difficile parce que je pense que Aliou Cissé est déjà parti sur un projet et dès le départ, les deux attaquants-là ne faisaient pas partie de son projet parce que ça fait 4 ans qu'il est là et durant ces 4 ans-là, peut-être lors de sa première convocation, il les a appelés, mais malheureusement Papis était blessé, donc il a entamé un projet sans eux. Et ce projet-là, il continue à le dérouler. Et je pense que c'est peut-être pourquoi ce serait très difficile de revoir Papis Cissé et Dembaba en sélection. Parce qu'il est parti sur un autre projet et il y a de jeunes attaquants qui sont là, qui continuent à marquer également. Que ce soit Habib Diallo qui est très jeune mais qui marque en Ligue 1 française, que ce soit Mbaye Niang qui est jeune également et qui marque aussi en Ligue 1 française, et Famara Diédhiou qui marque avec Bristol. Donc je pense que ce sera extrêmement difficile pour Papis et Dembaba de revenir dans le train. Voilà, merci Demba Varor. Alors on va passer à une autre ligne, cette fois-ci, la défense où des chantiers aussi s'annoncent, notamment avec le cas de Kalidou Koulibaly. Voilà, qui vit une période difficile en ce moment, à peine revenu de blessures qu'il a éloignées des terrains pendant presque 2 mois. Il est retourné à l'infirmerie et demain, il ne sera pas de la partie en Ligue des Champions face au Barça. Et il nous revient sur les terrains de groupe et pour nous faire vivre ce qu'il savait faire. Voilà, merci Abdoulaye Bardiouf qui a conclu ce reportage. Alors, est-ce que vous vous inquiétez par rapport au sort d'abord personnel de Kalidou Koulibaly parce qu'il est annoncé sur le départ? On en parlait comme l'un des défenseurs centraux les plus chers au monde. Finalement, ce coup de blessure, sachant qu'il y a aussi des bisbilles avec les dirigeants, est-ce que ça ne va pas se répercuter même sur sa valeur marchande, Pape? Bon, je ne pense pas parce que quand même c'est un joueur assez intelligent qui sait bien gérer. Et là, c'est sûr, vu que les sollicitations qu'il a, c'est un peu difficile pour un joueur et aussi quand on revient comme ça de blessure. Et maintenant, je pense qu'il va revenir le plus rapidement possible. Et je ne m'inquiète pas pour Kalidou. Un joueur fatigué? Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Il a beaucoup joué. Et comme lui, il ne triche pas. Il a toujours été très sérieux, très sobre. Je pense que ces genres de blessures vont d'abord lui permettre de bien récupérer et pour revenir en force. Alors, mais je pense que Tierno Dramel a quand même dit dans le reportage qu'il fait la saison de trop à Naples. Est-ce que toutes ces histoires, ces problèmes avec son président, est-ce que ça n'a pas contribué à le fragiliser davantage? Moi, je ne pense pas parce que c'est vrai que le problème qu'il a eu avec certains joueurs contre le président, ça s'est arrivé en fin de première moitié de saison. C'était après une défaite, on les a demandé d'être mis au vert, ils ont refusé, ils ont dit qu'ils vont rentrer chez eux, après c'est parti comme ça. Mais je pense que le véritable problème aujourd'hui de Kalidou Koulibaly, c'est l'enchaînement des matchs parce que
En 1 an et demi, il a effectué 77 matchs, 68 pour Naples. C'est déjà énorme. 6172 minutes dans les jambes pour un joueur, c'est un organisme. On est des humains, ça répond des fois. La preuve. Oui, mais quand même, ça, c'est le lot quotidien dans un joueur de très haut niveau. Les Sergio Ramos, ils ont connu ça. Ils ont enchaîné des Coupes du Monde. Là, il peut y avoir un coup de barre. Ouais. Et je pense que quand vous regardez tous les joueurs du Sénégal en ce moment, ils connaissent ce coup de mou. Absolument. Quand vous regardez sur toutes les lignes, ils sont fatigués, ils sont sur le banc, ils font de moindres bonnes performances. Absolument. Je pense qu'une Coupe du Monde, une CAN, à peine 15 jours de vacances, vous reprenez. Dans le haut niveau, ça paye. Mais même pour indiscutable, hein. Ouais. Dans leur club titulaire indiscutable qui joue presque les 90 minutes. Mais il ne faut pas oublier. Vous n'êtes pas d'accord donc? Non, je suis d'accord, c'est possible. Ouais, mais quand même, c'est pas anormal pour un joueur de très haut niveau d'avoir ce rythme-là. Bon, c'est vrai que ça use, mais quand même, c'est pas des petits clubs. Ils ont un staff énorme pour s'occuper des joueurs. Vous avez connu le monde professionnel. Attention. En dehors de ça, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Même si tu amenais un robot pour eux, c'est des êtres humains. Ils ont trop joué. Et l'enchaînement est très difficile. Oui, mais quand même, si on prend l'exemple d'un joueur comme Griezmann, un joueur qui a enchaîné, qui a joué pratiquement. Qui est moins bon. Non, il n'est pas moins bon parce qu'il n'est pas bon physiquement. Ouais. Peut-être que c'est par rapport au changement de club, de philosophie de jeu. C'est sans doute ça. Mais quand même, ce jour-là a enchaîné plein de compétitions. Mais quand même, il arrive à tenir. Moi, je trouve que c'est normal. C'est vrai, ils sont fatigués. Mais quand même, ça, c'est le lot quotidien d'un joueur de haut niveau. C'est un début d'explication. C'est un début d'explication. Ils sont fatigués, ils sont moins performants, ils ont des blessures. Mais même, quand tu fais le diagnostic aujourd'hui, tu prends tous les grands joueurs qui ont enchaîné d'abord pour la Champions League, le championnat, les matchs de coupe et leur équipe nationale. Ils ont eu tous des blessures. Prends Messi, prends Sadio Mané, Modric, tout simplement Diego Costa. Mais ils se blessent, même les joueurs qui ont joué 6 mois. Mais c'est les enchaînements de match. Aussi, ils se blessent. Mais c'est les enchaînements. Je pense que même la FIFPro avait alerté par rapport au nombre de kilomètres qui ont été parcourus par les joueurs. Parce que, chef, la différence qui se trouve entre les joueurs européens et nos joueurs africains, c'est que les distances sont beaucoup plus maîtrisées en Europe. Les vols sont beaucoup plus réguliers. Il n'y a pas cette tracasserie dans le plan aérien. Mais par exemple, un joueur africain comme Kalidou Koulibaly aujourd'hui, qui est titulaire à Nantes, qui doit rejoindre sa sélection, parce que n'oubliez pas, au cours de cette dernière année, Kalidou Koulibaly a disputé 9 matchs avec l'équipe nationale du Sénégal. On a été en Espagne, on a été en Égypte, après on est revenu jouer contre les Swatini, on est parti au Sénégal pour jouer contre le Congo. Tous ces déplacements font qu'aujourd'hui, est-ce que c'était bien... à Singapour, avec le décalage à Singapour, c'est extraordinaire quand même. Mais les Firmino aussi, la qualité du jeu s'en ressent. Même Firmino, donc, il n'est pas opérationnel toute la saison. Mais Sadio Mané s'est blessé, on voit que même lors des Coupes du Monde, mais on voit que la qualité du jeu baisse, mais c'est normal. Mais quand même, ce sont des joueurs de haut niveau, encore une fois, et ils jouent dans des clubs, avec des budgets énormes. Manchester City, quand même, ils ont l'effectif de tout. Ils peuvent se blesser. Même des remplaçants se blessent. Ce qui est inquiétant pour cette équipe nationale du Sénégal-là, pour étayer les propos de membres par rapport à l'enchaînement, regardez, tous nos joueurs sont blessés. Ismaël Sarr a pris 2 fois 15 jours. Gana Gueye a pris 2 fois 15 jours. Salif Sané et vous pensez que c'est l'accumulation des matchs? Oui, mais ça va. Le Sénégal, c'est pas le Brésil ou l'Espagne. Ils jouent tous les ans les Coupes d'Europe, Liga Europa. Non, ce sont des joueurs. Mais c'est pas spécifique quand même aux joueurs sénégalais, ça. Non, c'est le football mondial qui est comme ça. Ah non. Quand tu joues une Coupe du Monde en 2018, 2019, tu fais une CAN et derrière tu enchaînes. Peut-être que les corps de ces joueurs-là qui n'ont pas l'habitude, un Gana Gueye qui jouait un match par semaine avec Everton se retrouve à jouer 3 matchs dans la semaine avec PSG. C'est normal. Exemple, quand tu prends un joueur à 30 ans, c'est pas comme si on avait 25 ans. Qui va jouer un match
Non, dans un mois, il te fait un match presque. Tu penses qu'il est bon, tu le mets dans le championnat, il enchaîne. Tu vois ça. C'est les Navetans. Non, mais c'est un exemple. C'est pas la même chose. Elle vient de le dire, Mme Fatou. C'est quand tu prends un Ghana qui te faisait un match par semaine, aujourd'hui, qui se retrouve avec presque 3 matchs par semaine. Ils sont tous fatigués. Alors, en Angleterre, même les téléspectateurs qui regardent le foot, il y a 3 compétitions là-bas. Il y a pas que... Alors, ce qui quand même aura peut-être un impact, pour suivre sur le sujet, un impact par rapport à notre équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, comme on le disait dans le sommaire, Salif Sané revient de blessure. Pas sûr qu'il puisse être disponible pour ce mois de mars. Kalidou Koulibaly est blessé. On ne sait pas à quelle date il sera disponible. Du coup, notre axe devra être revu. Oui, et ça, c'est un gros chantier. Quand Kalidou Koulibaly n'est pas là, moi, franchement, pour moi, c'est le meilleur défenseur africain en ce moment. Et donc, quelqu'un qu'on a vraiment besoin. Et après, pour le remplacer, ça va être quelque chose de très, très dur. Mais après, c'est sûr, Mais on a déjà connu ça lors de la finale de la Coupe d'Afrique. C'était le pire moment de ne pas l'avoir avec nous. Donc, on a perdu. Il n'était pas là. Et on perd. Ouais, on perd. Et en plus, et surtout que l'axe, quand même, était un peu coupable de ce but. En fait, c'est un joueur qui remplace un coach sur un terrain. Il replace ses copains, c'est un leader, c'est un genre de joueur comme ça. Pour le remplacer, c'est vraiment difficile pour un coach. Oui, mais pour ne pas minimiser la Guinée-Bissau, quand même, on peut se passer de lui pour ce match. D'abord, il manque de compétition. Deuxièmement, moi, je pense que pour la rechange, je pense que ça va se faire. Parce que, comme l'a si bien dit Mam, il y a des gamins qui se signalent. J'ai vu le jeune Bad l'autre jour, l'Axe central. Il est dur sur l'homme, sérieux dans ce qu'il entreprend et il est rassurant. Je pense que lui, avec un expérimenté, ça peut avoir une bonne paire. Merci Amadou pour la transition. On va en parler tout de suite, comme ça on enchaîne là-dessus. Lui, c'est bien sûr Ousseynou Ba. Un match en Europa League et un coup de projecteur pour se faire connaître. Beaucoup de gens ont regardé ce match et lui non plus n'oubliera pas de sitôt sa première titularisation en Europa League, faut-il le préciser. C'était jeudi dernier lors du match entre l'Olympiakos et Arsenal. Auteur d'une prestation correcte, le défenseur central natif de Saint-Louis, cerise sur le gâteau, a reçu les éloges de Sadio Mané, la star sénégalaise, passée par le Gazélec d'Ajaccio et Amiens. Ousseynou Ba se montre au moment où les blessures se succèdent dans la... Sur les réseaux sociaux, un coup de projecteur qui n'a pas laissé de marbre le joueur. Sadio moom bu ñu doon wax ci moom fii ba suba duñ fi jóge quoi parce que nit la ko xam te nit ko oyof la nit ko am yitte ci doomu aadama vraiment mu def affaire bu nice vraiment ñëpp di ko rafetlu quoi vraiment ku nekk may woo fu nekk lañ nit di woowe naan est-ce que gis nga story Sadio Mané bi tout vraiment mu nekk affaire boo xam te ne daf ma touché lii rek xam nga day tax ma gën a yokk liggéey gën a góorgóorlu. Passé par CEDEPS Excellence de Thiès. Un frère quelqu'un bi nga xamante ne il m'a beaucoup aidé sama adaptation vraiment mu nekk nit ku am yitte nit ku oyof durant mu nekkee kan bi sax il m'appelait tous les jours pour me donner des conseils pour wax ma fu may teg suma tànk bi mu ñëwee itam xam nga ñu àndandoo man moom ci ànd bu nice malgré ñoo bokk poste. Un axe à recomposer. Ousseynou, il peut faire l'affaire, même s'il y en a d'autres aussi qui tapent à la porte, sauf que quelqu'un comme Abou Cissé, qui avait été intégré dans cette tanière, lui aussi. Oui, Ousseynou, c'est vrai que c'est Pape Abou Cissé sur le banc. Et ouais. Cela fait 14 matchs qu'il enchaîne les titularisations des matchs pleins, 90 000. Ça veut dire que c'est un gosse qui monte en puissance parce que s'il n'avait pas donné satisfaction, je ne pense pas que le coach puisse le reconduire dans l'axe central avec Semedo parce que l'Olympiakos également, c'est pas le Gazélec d'Ajaccio, c'est vraiment... Il y a déjà beaucoup de pression. Ouais, c'est beaucoup de pression, c'est le club le plus mythique en Grèce et c'est un joueur qui n'a que 24 ans, qui parvient également à contenir toute cette pression-là. Ça veut dire qu'il a su tirer son parcours un peu chaotique de footballeur, donne une cuillère. Il ne faut pas la salir, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. C'est ce qu'il a fait depuis sa première titularisation avec Olympiakos. Je pense que ça sera une bonne pioche pour cette équipe nationale du Sénégal-là, étant donné qu'également derrière, il faut qu'on prépare également la relève dans la défense centrale. Cheikh Kouyaté qui dépend très souvent dans l'axe et pire,
vers la fin c'est quand même 29 ans. Hein? Après une compétition, ça sera 31 ans. Est-ce qu'on aura toujours besoin de ces joueurs trentenaires-là? Après, il y a Naby Sarr qui arrive derrière, qui a été convoqué contre le Congo, contre l'Eswatini. Naby, c'est vrai qu'il joue à Charlton, mais peut-être lui, le profil qu'il a, c'est un profil un peu différent parce que c'est un défenseur central gauche, ce qu'on n'a pas dans cette équipe nationale-là depuis le départ de Papi Djila Bodji. Donc, c'est Ousseynou Ba, je pense que c'est... Très bien. Il y a quelqu'un, mais bon, peut-être qu'il est trop jeune pour prétendre jouer, Moussa Ndiaye. Mais Moussa Ndiaye, il faut qu'il joue d'abord. Ouais, c'est ce que je dis. Peut-être qu'il est trop jeune pour pouvoir jouer. Mais c'est un profil d'axe gauche. Comme vous disiez tout à l'heure avec les attaquants. Mais c'est un gros point d'interrogation quand même. Bon, Moussa Ndiaye, personnellement, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je me pose la question pour un joueur de ce talent, de ce calibre, projeté devant la lumière très rapidement. Ce manque de temps de jeu, quand même, pour moi, c'est un frein à sa carrière. On ne comprend pas. Il devait être prêté dans un club de Ligue 1 pour qu'il puisse avoir ce temps de jeu-là, parce que Moussa Ndiaye est dans un club qui est en division régionale. Et c'est un peu compliqué pour lui. Il ne joue que lors des sélections de juniors. Lors des sélections, Moussa Ndiaye, toutes les performances qu'il a eu à réaliser, c'est avec les sélections des équipes nationales, avec les sélections nationales. Aujourd'hui, le club propriétaire de Moussa Ndiaye doit penser à lui tracer un plan de carrière pour qu'il puisse être prêté dans un club de Ligue 1. Le club propriétaire, est-ce qu'il a un club propriétaire? Je pense que c'est un centre... Aspire. Très bien. Alors, ce chantier de l'axe, on sait que, comme le disait... je pense Demba, tout de suite, c'est très difficile de changer un axe, surtout quand ça marche. Et là, c'est peut-être un point névralgique sur lequel Aliou Cissé devra se pencher. Avec qui jouer? Est-ce qu'il faut penser à... Pour Kalidou, peut-être d'ici la fin de la saison, ce ne sera pas évident. Salif Sané, comme je le disais. Là, c'est un problème. C'est un gros problème, mais je pense que lui, dans sa tête, il a les rechanges. Parce que, comme tu l'as si bien dit, il y a Naby qui est là-bas et qui n'avait pas encore joué. Moi, je viens de découvrir ce gamin-là, Ousseynou. Je l'ai trouvé trop bon. Là, au moment où je vous parle, il joue en milieu. Ouais, à Crystal Palace. Voilà, donc je pense qu'il peut donner la chance aux autres, poste pour poste, pour voir ce que ça va donner. Très bien. Bon, en attaque, on a beaucoup de joueurs. Dans l'axe, on en a cité 3 ou 4. Bon, c'est là où il faut peut-être aller piocher. Oui, chercher la perle rare. Bon, la perle rare, peut-être qu'on l'a, mais comme elle ne joue pas. Mais bon, comme on dit... Hein, non, mais bon, un joueur sans compétition aussi, c'est compliqué. Comme on dit, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc maintenant, il faut aller chercher d'autres. Si Kalidou est absent. Et donc moi, je suis d'accord comme c'est... derrière, c'est des postes qui sont un peu difficiles quand même. De faire reculer Cherkou, qui connaît bien, et le faire jouer là-bas. Voilà, mais après ces jours que je n'ai pas suivi, je ne connais pas. Okay. Sauf qu'on a un entraîneur que vous connaissez très bien et qui ne je sais pas, je dirais pas qui ne prend pas de risque, mais quand même qui se déplace ou bien qui progresse avec ses certitudes. Quand même, Aliou Cissé, on le voit rarement tenter des paris. Mais, bon, ça le réussit bien aussi. Ça le réussit bien, il fait des résultats. Ça, c'est sûr. Mais moi, je pense que Cherkou, derrière, c'est pas mal quand même. Il a joué pas mal, il connaît, il a l'expérience, tout ça. Et après aussi, s'il y a d'autres jeunes qui tapent à la porte, pourquoi pas les essayer? Parce que, quoi qu'on puisse dire, les éliminatoires de la CAN sont à notre portée. Donc, on peut essayer de trouver aussi d'autres paires. Très bien. Alors, on va terminer par la ligne des gardiens pour finir avec aussi là, peut-être des possibles changements. Alfred Gomis out, Abdoulaye Diallo qui ne joue plus en Super League, et là des portes qui s'ouvrent peut-être on parle de Bingourou Kamara qui est le gardien de Strasbourg, on a évoqué aussi le cas de Baya Sensis qui est le gardien de Teungueth FC. Alors pour le spécialisé de la presse sportive, Pape Lamine, qu'est-ce que vous dites c'est le moment aussi de tenter le pari local? Je pense que c'est le moment également de tenter le pari local pour un peu valoriser ce qui se fait également dans notre championnat, parce qu'il y a pas mal de bons joueurs, parce que j'assiste très souvent à ces matchs de Ligue 1 là. Tu vois des joueurs qui ont des prédispositions, c'est-à-dire c'est l'environnement peut-être qui ne leur permet pas d'exploser, de grandir, de progresser, mais
s'ils sont bien encadrés, ils peuvent le faire. Bayasan 6, c'est vrai, il n'est pas étranger à la bonne performance de Teungueth FC aujourd'hui parce qu'il est resté sur 4 ou 5 matchs sans encaisser de but. Et puis voilà, un gardien également surfe dans la bonne dynamique de ses coéquipiers. Aujourd'hui, il le fait si bien avec Teungueth FC. Bingourou Kamara, ok, c'est vrai qu'il a déclaré sa femme à l'équipe nationale du Sénégal là. On peut toujours tenter ce pari-là parce qu'on a 2 très bons gardiens. C'est vrai que quelqu'un est blessé, donc par concours de circonstances, forcément, on va le remplacer numériquement. Abdoulaye Diallo aujourd'hui également est dans le frigo. On ne sait pas s'il va pas... Et justement, j'allais vous poser cette question. Souvent, on a des gardiens qui ont des étiquettes de numéro 2. Souvent, un gardien numéro 2 ne joue pas beaucoup. Abdoulaye Diallo, est-ce que vraiment c'est dérangeant de ne pas le voir jouer régulièrement, comme dans l'histoire, si on interroge l'histoire, on a Tony Silva quand même qui a fait d'excellentes choses dans les buts de l'équipe nationale du Sénégal, alors qu'il n'était même pas 2e gardien à Monaco. Donc, si on a Edouard qui est là, bien en place, est-ce qu'un gars comme Abdoulaye Diallo, quand même, je pense que peut faire l'affaire pour un poste de numéro 2? Mais il ne joue pas. Oui, je dis, est-ce que c'est un problème? C'est un problème. Pour un gardien. Parce que souvent, on voit des gardiens numéro 2 qui ne jouent pas. Parce que d'abord, il ne faut pas oublier que la compétition, elle est primordiale. Deuxièmement, il y a des critères. Moi, je pense que là, Aliou ne doit même pas s'hasarder sur ça. Oui, mais tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de Tony Silva en 2002. Oui, mais Tony Silva, 2002, c'est une exception. 2002 et maintenant, ça fait 18 ans. Oui, mais c'est un fait. Mais c'est un fait. Mais après, quand on regarde le cas d'Abdoulaye Diallo aussi, honnêtement, le joueur, on peut se poser des questions. C'est un joueur qui arrive dans un club et qui n'arrive pas à s'imposer. S'il a quitté Rennes pour aller en Turquie, c'est pour trouver une place de titulaire. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on va laisser une place réservée à un joueur alors que d'autres tapent à la porte? Ça aussi, c'est un débat qui se pose. En équipe nationale, lorsqu'il faisait son meilleur match en équipe nationale face à la Tunisie, est-ce qu'il jouait en club? C'était en 2017. On est en 2019. Mais ça fait 2 ans. Mais c'est toujours des faits. Un gardien numéro 2, moi, il y a des gardiens qui se plaisent dans leur statut de numéro 2 et qui grignotent 5 à 10 matchs par saison. Peut-être qu'il faut laisser la chance aux autres. Mais moi, je pense que d'abord, il faut voir qu'on joue un championnat professionnel. Et là, je pense que nos gardiens de but méritent d'être convoqués. Voilà. Le foot local, parce que là, je l'ai dit tantôt à quelqu'un, en Coupe du Monde, on a convoqué Khadim. Il jouait en Guinée. La Guinée fait le professionnalisme comme nous. On convoque Khadim, toute la fédération, tous les Guinéens étaient contents pour dire on a pris un jour de leur championnat. Ouais, mais aussi. Non, mais laisse-moi terminer. Pour qu'il aille en Coupe du Monde. Alors que nous, Sénégalais, on joue notre football professionnel et on n'a même pas pris un joueur pour aller en Coupe du Monde. Oui, mais notre entraîneur a fait jouer un gardien de ce championnat local qui a pris un but. Il a été puni pour ça. Qui? Pape Seydou Ndiaye. Très bien. Mais l'erreur, elle est humaine. Oui, mais à qui la faute donc? Mais c'est ce que je t'ai dit. Ce qui nous permet de parler du foot. Vous connaissez bien ce foot local. Aujourd'hui, les gardiens, c'est vrai, ont eu leur chance dans cette équipe nationale. Est-ce que vous pensez qu'en dehors d'Edouard, Alfred, voilà, qui ont vraiment fini de faire leurs preuves, il y a des gardiens dans ce pays, pour ne pas citer que Bayasan, qui sont capables d'intégrer cette équipe nationale et à qui on doit tendre la perche? Oui, moi je dirais. Et il y a Cherno et de Diaraf qui n'est pas du tout mal. Et après, moi, je ne suis pas d'accord qu'on parle que des gardiens. Sur les autres postes, pourquoi pas l'expertise locale? Pourquoi pas? Pourquoi que les gardiens? Aujourd'hui, je pense que dans chaque sélection, quand les joueurs viennent en sélection, il y a 3 ou 4 qui ne vont pas jouer. C'est clair. Donc aujourd'hui, si on va aller chercher localement des joueurs, je pense que ça va être plus motivant pour le championnat, va être plus attractif que maintenant. Très bien. Donc aujourd'hui, moi, je suis joueur. Je rentre sur le terrain, je vois le sélectionneur dans les tribunes. Je dis quand même, il est venu voir. C'est plus motivant.
et se dire que j'ai une chance. Aujourd'hui, je vois un autre joueur qui est sélectionné, un autre numéro 10 ou bien un autre attaquant qui fait partie. Ça, c'est motivant pour notre championnat. Il ne faut pas qu'on oublie, on a un championnat professionnel, comme tout bien souligné. Donc, des fois, on va chercher des remplaçants qui ne jouent pas dans des clubs en Europe. On laisse nos joueurs. Très bien. Sur ce point, rapidement... oui, sur ce point, moi, j'adhère parfaitement à l'idée de Pape, parce que moi, l'arrière-gauche de l'Ice Peking que j'ai vu jouer, hyper talentueux. Hyper talentueux. L'arrière-gauche de l'Ice Peking. Moi, aujourd'hui, j'aurais tenté le pari de convoquer ce boy, ce garçon, excusez-moi un peu du terme, ce garçon pour qu'il puisse grandir avec l'équipe. Parce qu'il a toutes les qualités d'un arrière moderne. On nous parle de carence sur ce poste d'arrière-gauche, vous êtes d'accord? Carence. Le manque au niveau de l'équipe nationale. Mais depuis des années, on a transposé un droitier de métier comme arrière-gauche et qu'on a fixé à ce poste en la personne de Sabali. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce championnat, si on fouine, si on regarde beaucoup, à Niaritali, chez Pape, au Diarab, chez Amadou Diop Boy-Bandi, est-ce qu'on ne trouvera pas peut-être un profil qui peut combler, qui peut résorber ce gap-là et que chacun joue à son poste? Parce que moi, à mon humble avis, je suis convaincu que Sabali est beaucoup plus tranchant quand il sera comme arrière droit. Même son entraîneur, Paulo Sousa, l'a dit à Bordeaux. Il perd souvent quelques secondes pour se remettre sur son bon pied pour effectuer le centre. Donc ça pose problème. Ça veut dire qu'on le fixe sur ce poste d'arrière gauche, mais il perd également quelques secondes pour faire ses centres et pouvoir alimenter un ballon nos attaquants que sont Beigna, que sont peut-être Ismaël Assar, qui sortent très vite dans le dos de la défense. Est-ce que ça ne joue pas également à la défense? Et puis pour conforter Papio dans ce qu'il dit, dans nos équipes nationales jeunes, quand même, quand on les regarde dans les compétitions internationales, on voit d'excellentes choses et ce sont des joueurs qui jouent dans ce championnat local. À la Coupe du Monde U20, quand même, on a vu de très bons joueurs. Je me rappelle de l'axe central du Stade de Mbourg. Non, celui qui jouait à Stade de Mbourg, Cissé. Il était énorme. Et pourtant, c'est des joueurs qui jouent dans ce championnat local, mais quand même, c'est vrai qu'on les minore et des fois, à chaque fois qu'ils sortent et qu'ils se fassent son nom, on les appelle tout de suite. Alors que le niveau n'a pas changé. Très bien. Voilà, donc sur nos différentes lignes en équipe nationale, on va terminer sur les sélections nationales avec les Lionceaux qui sont en train de faire un bon parcours en Arabie Saoudite. Voilà, c'est ce qu'on disait, les Lionceaux qui se qualifient pour les quarts de finale. Moussa Ndiaye et ses coéquipiers se sont imposés 3-0. C'était face à... La Libye. Voilà, en but d'Abdoulaye Ndiaye et en doublé de Pape Matar Sarr. Une deuxième victoire d'affilée donc et la première place de leur poule. On parle à présent de la Ligue 1 que vous maîtrisez certainement, messieurs les entraîneurs et assistants d'entraîneurs. On va commencer par l'équipe leader. 11 journées, 11 matchs sans défaite. Teungueth FC qui continue son parcours sans faute dans le championnat. Tout un stade a explosé de joie samedi quand Djibril Silla a marqué dans le temps additionnel le but de la victoire devant Génération Foot dont le cauchemar continue dans cette Ligue 1. 6e défaite de rang et des similitudes dans le déroulé samedi contre TFC et le week-end d'avant contre Dakar Sacré-Cœur. Les Grenats qui encaissent encore un but assassin dans les arrêts de jeu. Deux dynamiques évidemment contraires pour l'équipe première au classement et celle qui occupe la dernière place. Les temps forts de cette rencontre, Mamadou Ndiaye, image Khadim Cissé. La descente aux enfers continue pour Génération Foot. Les Grenats ont encore chuté. Un 6e revers depuis le début de la saison devant le leader, Teungueth FC, 2-1. Et comme contre Dakar Sacré-Cœur lors de la précédente journée, l'équipe des Grenats a encaissé un but dans les temps additionnels. La tension monte autour du technicien Djibi Fall qui, évidemment, vit des moments difficiles en tant qu'entraîneur. Génération Foot, dernière au classement avec seulement 9 points en 11 journées de championnat. Triste et abattu en conférence de presse d'après-match, le coach Djibi Fall reste ferme. Il ne va pas abandonner le navire malgré la crise. Je ne dois jamais lâcher les joueurs dans des moments difficiles. Je ne vais pas démissionner. Je vais continuer à travailler avec les joueurs parce que moi, je suis un entraîneur, je suis un compétiteur parce que partout où je suis passé, j'ai accepté des défis et je vais continuer à relever ces défis avec les joueurs.
mais ce n'est pas à moi de démissionner. Sur la pelouse du stade Ngalandou Diouf, tout est bien parti pour les Rouges et Blancs. Le champion en titre ouvre le score en première période à la 27e minute sur une tête de Pape Issa Badji. Brillants durant les 45 premières minutes, les Rufisquois prennent le match à leur compte en seconde période. Les hommes de Youssouf Dabo accélèrent et multiplient les occasions pour revenir au score. Cette poussée qui finit par payer, Boubacar Sall égalise à la 52e minute sur un cafouillage dans la surface des Grenats, un but partout. Alors que le match nul pointait à l'horizon pour les deux équipes, le coach procède à un changement poste pour poste. Le buteur Boubacar Sall cède sa place à Djibril Silla. Le nouvel entrant marque le but du break dans les temps additionnels. Explosion de joie dans le camp rufisquois. Coaching gagnant pour Youssouf Dabo qui néanmoins garde la tête sur les épaules. Attendez, après, dans ce championnat, il n'y a pas de match facile. On sait que tous les matchs vont être très très disputés, mais à nous d'être prêts et à jouer jusqu'au bout. Parce que cette victoire, on y a cru jusqu'au bout, on a travaillé pour gagner. Et bon, voilà, bravo aux garçons, parce qu'ils n'ont jamais rien lâché, même dans les moments difficiles. Teungueth FC continue son parcours, 11 matchs sans défaite en Ligue 1 et conforte sa première place avec 27 points à 2 journées de la fin de la manche aller du championnat. C'est vraiment deux dynamiques différentes, deux équipes qui ne connaissent pas du tout les mêmes réalités depuis le début de ce championnat. Teungueth FC, ça va très très bien. Pour Génération Foot, l'équipe championne en titre, l'équipe à battre normalement, les choses ne vont pas dans le sens certainement où ils l'espéraient. Comment vous expliquez que Génération Foot connaisse autant de difficultés depuis le début du championnat? Oui, surpris comme tout le monde parce que voilà, Génération Foot, c'est une équipe qui avait déjà précédé les autres clubs sénégalais dans la préparation parce qu'il y avait les impératifs de la Ligue des Champions. Ils avaient franchi un tour. On a pensé également que cette expérience-là de ces tours franchis en Ligue des Champions allait leur servir, mais on a noté une certaine cassure dans la dynamique de cette équipe-là. Je ne sais pas si c'est le report ou le démarrage tardif du championnat qui a engendré cela jusqu'à un peu démotiver, ou je ne parlerai pas de démotivation, jusqu'à un peu en fait retomber cette dynamique-là de Génération Foot. C'est une grosse interrogation, mais le parcours aujourd'hui Génération Foot dans cette Ligue 1 sénégalaise-là est surprenante quand même parce que c'est une équipe qui dispose de moyens, qui a son centre de formation, ses terrains d'entraînement, tout son staff, contrairement à d'autres équipes qui louent des stades pour s'entraîner. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, cette équipe qui enchaîne ces contre-performances-là dans ce championnat-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose, quand même, un ressort s'est cassé. Il faut vite essayer de trouver ce ressort-là. L'attitude de Djibi Fall, parce qu'on ne va pas demander peut-être à Amadou et Pape qui sont peut-être pas bien à l'aise pour parler d'un autre club, mais l'attitude de Pape Djibril Fall qui dit non, il ne démissionne pas. À un moment donné, est-ce que les joueurs ne lâchent pas aussi un entraîneur? Parce que dans un vestiaire, il peut y avoir cette cassure-là. Peut-être qu'il reste là par fierté, mais est-ce que le départ de Pape Djibi ne peut pas créer un déclic psychologique? Oui, c'est vrai que parce que moi, en tant qu'entraîneur, on ne va pas me pousser à la démission parce que j'ai fait des contre-performances. Avant ces contre-performances-là, j'ai eu à réaliser des résultats, même si le métier d'entraîneur est le poste le plus ingrat dans le football. Un jour, tu es porté au firmament, l'autre jour, tu es voué à la guillotine. C'est le poste le plus ingrat. Et l'autre chose qu'il faut regarder également, peut-être ça peut être l'explication, parce que Djibi Fall n'est plus avec son adjoint qui était un éducateur, un formateur dans ce centre de formation-là à Génération Foot, en la personne de Djiba. Djiba maintenant n'est plus son adjoint. Est-ce qu'aujourd'hui les joueurs ne font pas une fronde sous-marin là pour soutenir ce Djiba qui n'est plus avec Djibi Fall? C'est une question qu'on doit se poser également. Mais moi, je ne suis pas un adepte et un philosophe de la démission quand ça ne va pas. Non, il faut jamais lâcher le morceau. Pape, vous êtes un entraîneur. Parfois aussi, il arrive que les joueurs n'adhèrent plus au discours. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, peut-être,
il faut créer un déclic. Parce qu'on ne peut pas, comme on dit, virer tous les joueurs. Il est toujours plus facile de se séparer d'un entraîneur. Malheureusement, on fait un métier ingrat, comme il l'a bien dit. Quand ça ne marche pas, c'est plus facile de virer un entraîneur que de virer tous les joueurs. Mais c'est sûr, après moi, c'est une équipe que j'ai pas peur en fait pour eux, parce que je sais qu'ils vont s'en sortir de là où ils sont, parce qu'ils ont des joueurs et aussi le staff. Aujourd'hui, parfois, ça peut arriver qu'il y a la confiance, parce que quand tu as des jeunes joueurs et tu ne gagnes pas, doute s'installe et la confiance n'est pas là, c'est difficile. Après, je pense avec un déclic où ils vont gagner un match, je pense que ça peut le faire. Mais après, aujourd'hui, c'est dur pour eux, mais ce n'est pas leur place. Tout à fait. Et puis, il y a la malchance du mal classé aussi. Exactement. Parce que souvent, on parle de Djiby Fall, c'est vrai. Quand on regarde bien les matchs de Génération Foot, même le contenu, mais il n'est pas mal. Le contenu est bon. Le contenu moi, est bon. J'ai joué, je suis parti gagner là-bas. Mais le contenu est bon. Mais après, il ne faut pas oublier, il jouait ces 2 derniers matchs, il jouait contre les 2 gros, il jouait contre Dakar Sacré-Cœur. Et contre Dakar Sacré-Cœur, ils avaient largement les moyens de marquer beaucoup de buts avant même cette égalisation, ce penalty concédé. Mais bon, la malchance, du mal classé, souvent. Spirale négative. Moi, je pense que d'abord, c'est une belle équipe, je les ai vus jouer. Ce qui les est arrivé maintenant, c'est quelque chose qui les a normalement surpris, mais je pense qu'ils vont s'en sortir. Parce que d'abord, ils ont l'équipe, et de deux, c'est un centre, comme on dit, toutes les conditions sont réunies, mais maintenant, comme l'a si bien dit Mam, est-ce que maintenant le discours passe? Parce que ça, c'est un facteur bloquant. En plus, samedi, je pense qu'ils mettent une partie des titulaires sur le banc. Je pense que c'est une façon de secouer un peu le cocotier. Parce que là, quand tu enchaînes 6 défaites, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Pape Lamine dit qu'il n'est pas adepte de la démission, mais dans le foot européen, tu fais 6 défaites. C'est vrai, il y a un problème. Mais quand même, la saison de Génération Foot quand même ne démarre pas avec, je sais pas, le début de saison du championnat, avec la Ligue 1 quand même. Il y a eu plein de choses qui se sont passées durant l'été avec cette campagne africaine, avec le Zamalek. Ensuite, il y a eu cette élimination que personne n'attendait face à cette équipe d'étudiants. Tout ça, quand même. Ils ont perdu des joueurs. Voilà, ils ont des joueurs qui sont partis, qui sont revenus. On ne sait pas dans quel état psychologique. Je pense que quand même, il y a plein de choses là-dedans. Mais seuls ceux qui sont dedans savent vraiment ce qu'il en est. On va parler de l'équipe de Pape Thiaw. Moi, j'ai envie de dire l'équipe reine des matchs nuls dans ce championnat de Ligue 1. Ça ne progresse pas. Déjà 7 enregistrés depuis le début du championnat. Donc difficile dans ces conditions de progresser et de faire un bond au classement. Les Galactiques se sont encore contentés du partage des points face à Djambar au stade Fodewad. Djambar également une équipe qui peine à domicile. On voit le match avec les images de Djambar FC. L'équipe de Djambar n'a toujours pas gagné à domicile et est tombée sur l'équipe reine des matchs nuls en Ligue 1 depuis le début de la saison. 6 rencontres où les joueurs de Pape Thiaw ont partagé les points avant cette opposition contre Djambar. Résultat, les 2 équipes n'ont pas changé de fusil d'épaule à l'issue de cette 11e journée de Ligue 1. Djambar n'a toujours pas réussi à s'imposer à domicile. NGB a encore concédé un nul. Suite à une erreur du gardien de Djambar, François Diba, les Galactiques ouvrent le score à la 51e minute grâce à Alimba. Les hommes de Boubacar Gadiaga égaliseront dans les 10 dernières minutes suite à une belle incursion de Bilali Diallo sur le côté gauche. Un nul qui ne fait l'affaire d'aucune des 2 équipes. Un seul point sépare les 2. Italie reste englué à la 11e place avec 12 points. Djambar est dans le ventre mou du classement avec 13 points à 14 points du leader. Alors, Pape, c'est vrai que les matchs se suivent plus ou moins et se ressemblent. Vous concédez beaucoup de matchs nuls et c'est vrai que, au plan comptable, ça n'aide pas en fait. Oui. C'est un problème d'effectif. Comment vous expliquez
ce nombre de matchs nuls assez impressionnant? Bon, après, il ne faut pas oublier qu'on fait match nul contre Teungueth FC. Ouais, bravo, mais... Non, c'est pas... Non, il ne faut pas oublier, même si... Non, voilà. on n'oublie pas, mais ça fait partie des 6 et 7 matchs Dakar nuls. Sacré-Cœur, qui sont presque des prétendants du titre. Mm. Donc, il y a ça. Et aussi à Djambar, je pense que on prend une belle équipe qui fait des belles choses. Et qu'on est parti là-bas, on menait au score. Bah, après, on prend sur un but litigieux que je ne veux pas en parler. Donc, je préfère faire l'impasse. Ouais. Aujourd'hui, je pense que sur ce match, on méritait les 3 points. Mais après, sur ce but... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème d'arbitrage encore? Ouais, il y a eu largement hors-jeu, il marque sur un but hors-jeu. Mais bon, après, l'erreur est humaine. Hein. On accepte, mais après, sur le coup de la colère, on peut parler, mais après, ça passe. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'en faisant des matchs nuls, quand on dit 3 matchs nuls, ça fait une victoire, 2 défaites. Donc, on n'avance pas. Ouais. Vous, Pape Thiaw, vous faites partie de cette vague de jeunes entraîneurs quand même qui ont intégré cette Ligue 1 sénégalaise. Et souvent, on disait que quand même dans ce championnat, les entraîneurs sont un peu des peurs sur le plan tactique. Ils ne prennent pas de risques. On dirait que vous êtes venu, quand même, vous n'avez pas changé la donne. Vous avez fait comme les autres. C'est quoi changer la donne en fait? Pas du tout. Pas du tout. Moi, mais souvent, quand on fait beaucoup de matchs nuls, ça veut dire que si je ne peux pas gagner, je reste derrière. Pourtant, non. Je ne perds pas. Pourtant, Moi, non, justement, d'où la question, est-ce que c'est un problème d'effectif? Parce que, mine de rien, vous êtes un technicien en place, donc il y a une forme de stabilité au niveau du staff technique. Et pourtant, voilà, en termes comptables, en termes d'ambition, peut-être NGB ne va certainement pas jouer les premiers rôles. Donc, qu'est-ce qui l'explique? C'est un problème d'effectif, qu'il y a eu beaucoup de départs Oui, il y a eu beaucoup de départs. Mais après, c'est mon choix. Hein. C'est moi qui est parti chercher certains joueurs. Après, vu que le portefeuille qu'on a, donc on sait bien qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a sur certains postes, ça manque vraiment des joueurs. Comme lesquels? L'attaquant. Aujourd'hui, d'accord. Ouais, donc, quand on ne peut c'est pas marquer vraiment des difficile buts, on bétonne derrière. d'enchaîner et marquer des buts. Ça, c'est sûr. Mais pour les matchs nuls qu'on parle, c'est sûr. Moi, tous les matchs, je pars pour gagner. Hein. Toutes les équipes, je vais haut, j'attends personne. Okay. Je pars pour gagner, mais après, voilà, parfois... Parfois aussi, vous tombez sur des équipes plus fortes que vous. Exactement. Il y a des équipes plus fortes pour manier le ballon, mais moi, vous vous adaptez. Il faut s'adapter, comme on dit. Hein. Et parfois, on fait notre plan de jeu et il faut changer en fonction du match, tout ça. Et parfois, ça nous réussit, parfois non. Mais comme on dit, hein, pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. C'est pas en marquant un seul but. Mais désolé quand même de vous titiller, mais vous êtes un jeune entraîneur, vous avez des ambitions, vous avez envie de laisser votre empreinte sur ce football sénégalais. Est-ce que c'est motivant de travailler? Bon, quelque part, moi, quand je vois l'équipe de NGB, j'ai l'impression qu'elle stagne, qu'elle n'avance pas. Est-ce que ça vous motive? Et comment expliquer que ces résultats, les résultats ne suivent pas? Bon, les résultats, comme on dit, déjà, il y a au niveau d'infrastructures, tout ça, ça manque pour travailler. Quand je vois comment mon équipe qui travaille, je peux dire 2 fois dans la semaine, parce que quand je vois que 48 heures avant un match, presque on ne fait rien, et la veille de match, c'est plus soft, donc j'ai que 2 jours d'entraînement. Donc tout ça pour travailler une équipe. Et pourquoi pour ça? que mes Parce joueurs que qui progressent. On n'a pas le terrain. On n'a pas de terrain. On n'a pas le terrain. Donc si je dois jouer le samedi, j'ai le mardi et le mercredi, que je peux vraiment mettre ce qu'il faut. Le jeudi, c'est un jour de récup. Et le vendredi, veille de match. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire. Donc, je n'ai pas comme les autres équipes qui ont leur terrain, que tu peux faire mardi 2 fois, mercredi 2 fois, et jeudi, plusieurs journées de récup. C'est pour ça. Donc, cette année, vous jouez le maintien? Oui, on joue le maintien, parce qu'on n'a pas encore les moyens pour se dire on va rivaliser avec certains clubs. Mais là... On se prépare bien, c'est se maintenir le plus rapidement possible, parce que quand même, on sait qu'il y a des équipes très très fortes qui sont là. Et nous, on va prendre les points le plus rapidement pour se mettre à l'abri. Très bien. Ouais. Alors, on parle du Giraffe, une équipe inconstante, on va dire, qui se rapproche doucement quand même du haut du tableau. Oui, il faut le rajouter. Mais on va vous proposer le résumé du match d'abord, avec une victoire devant l'AS Douane, un but de Amirou Konté, une victoire dans la douleur, faut-il le dire, certes, mais 3 points qui les installent donc sévères et blancs au pied du podium, avec 17 points au compteur, Ibrahima Kane.
Après sa défaite face à Ndiambour lors de la journée précédente, le Jaraaf n'avait qu'une seule option, battre l'AS Douanes pour se relancer. Un coup réussi, car les Verts et Blancs ont réussi à s'imposer devant l'AS Douanes 1-0 au stade Ndiarème de Guédiawaye. Auteur de son 3e but dans la saison, Amirou Kanté a libéré son équipe avant la fin de la première période. Le score n'évoluera plus malgré les nombreuses occasions ratées par les Gablous en seconde période. Score final, 1-0. Le Jaraaf n'a plus perdu à l'extérieur depuis la première journée. Avec 5 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls, les Verts et Blancs sont 4e au classement avec 17 points au compteur. Ils reviennent à 1 point de leur adversaire du jour. Alors, Amadou, bon an, mal an, vous vous rapprochez tout doucement. Comme je disais tout à l'heure, adepte des montagnes russes, une défaite, une victoire, une mort. Mais c'est vrai que ça va plus vite que les matchs nuls, en fait. Oui, mais moi, je pense que d'abord, il faut saluer la constance de l'équipe de Tengué. C'est la seule équipe qui est constante là où je vous parle. Et quel que soit Alpha, ils sont champions de la manche aller. Mais je pense que pour nous, le Jaraaf, d'abord, notre souci majeur, c'est que on a perdu nos titulaires, 7 de nos titulaires qui n'ont pas encore joué. Donc, on a démarré le championnat en dents de scie. Donc, aujourd'hui, on est en train de récupérer ces jours-là. Mais je pense que le faux pas qu'on a fait contre le Ndiambour était catastrophique dans la mesure où on était à 1 point du Dauphin. Et cette journée-là était une journée noire pour nous parce que, voilà, on a lâché des points contre le Ndiambour qui nous ramène à 4 points du Dauphin et à 10 points du leader. Donc, c'était une journée noire. Une mauvaise opération. Voilà, donc il fallait le leader. Ouais, et il fallait coûte que coûte gagner le match contre la Douane. Chose faite, je pense que voilà, maintenant on est bien reparti et que mentalement la confiance est revenue. Et je pense que si on parvient à gérer nos 2 matchs qui restent, le Jaraaf peut être très fort pour la manche retour parce qu'on va récupérer tout le groupe. Et moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, comme Niary Tally, Jaraaf, l'US Gorée, notre problème est la Douane sur le championnat-là, c'est le manque de jouer au stade Demba Diop. Parce que tous nos matchs se jouent à Guédiawaye. Aujourd'hui, je dirais qu'on joue à l'extérieur. Vous êtes loin de vos bases. Voilà, donc on perd notre base affective. Parce que si on jouait à Demba Diop, toute la Médina était là. Aujourd'hui, quand tu joues en banlieue, les gens diront « Ah non, ça ne vaut pas la peine ». D'abord, quand le match aura fini, on aura des problèmes de sécurité, des fois. Donc, pour rentrer aussi. Voilà, donc c'est ce qui nous fait défaut. Mais aujourd'hui, on demande au ministre de nous aider pour au moins ouvrir Demba Diop. Ah non, là, c'est Demba Diop, c'est des travaux. Non, mais moi, je pense que c'est pas des travaux. Parce que quand tu élimines la tribune découverte pour jouer dans ce championnat-là, le virage enfant et l'adulte plus la tribune couverte on peut jouer. Est-ce que c'est pas trop risqué, ça, par rapport à ce qui s'est passé voilà, je pense qu'il faut fermer Demba Diop et le réflexionner le plus rapidement possible. Pas fermer un côté, ouvrir adulte. Grand, nañ tëj rek. Mais Pape, qu'est-ce que vous en dites parce que là... Je te dis, tu pars en Casamance, on a éliminé une tribune. Même en Europe, tu le vois, il y a des tribunes qui ont été éliminées et les gens continuent à jouer. Mais c'est catastrophique pour ce qui s'est passé au Sénégal. Ça fait maintenant combien d'années? Depuis 2017. Mais on a signé le protocole. On va bientôt entamer les travaux. On a signé le protocole. Mais quand est-ce? Mais c'est déjà acté. C'est imminent. A priori, moi, j'avais eu écho qu'au mois de mars, les gens vont donner le stade Demba Diop, au moins avec des réflexions pour pouvoir laisser les gens continuer. Ça joue quand même sur les performances. Vous êtes d'accord?
avec oui, Amadou. c'est sûr, quand on a notre public, surtout nous, c'est le vrai propriétaire de Diop. Ouais, nous, c'était presque guichet fermé. Donc, c'est vrai, ça nous manque. Hein. Ouais. Donc, quand on joue en bas ou à Guédiawaye, on n'a même pas 500 spectateurs. Pour le Giraffe, la course au titre, vous y croyez? Vous avez bien envie sûr, de bien sûr. postuler? Rien n'est perdu. On a démarré une compétition, il faut la tenir. Très bien. À ça, vous allez la terminer, ça c'est sûr. Pape Lamine, peut-être un point sur lequel faut quand même qu'on se prononce, c'est le problème de l'arbitrage. On en a déjà parlé autour de ce plateau. Il y a beaucoup d'acteurs du football qui se plaignent par rapport à l'arbitrage. On met souvent la pression sur les joueurs, on met la pression sur les dirigeants. Est-ce que cette pression, elle est ressentie par les arbitres par rapport à toutes les conséquences qu'une mauvaise décision peut avoir sur un terrain? Oui, je pense qu'ils le savent très bien parce qu'ils sont formés pour prendre le sifflet. C'est vrai que des fois, on nous dit que l'erreur est humaine, mais même en Europe, hein, on a souvent décrié l'arbitrage. Ils ont pu régler le problème avec ou le VAR. Même pas. C'est selon, et même pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs sénégalais qui décrivent un peu l'arbitrage là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si tout le monde tire dans le même sens, ça veut dire qu'il faut améliorer cette partie-là. Est-ce qu'aujourd'hui, nos arbitres qui officient dans le championnat d'élite ont le niveau? C'est la grosse question qu'on doit se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit organiser continuellement des sessions de formation pour nos arbitres? C'est une question. Est-ce qu'il ne faut pas catégoriser? L'autre chose également, est-ce qu'il ne faudra pas également imposer des tests physiques à nos arbitres? Parce que souvent, c'est des retards d'un juge de touche qui posent problème, qui oublie de signaler le hors-jeu ou bien... En tout cas, nous posons le débat et nous avons sollicité, je pense que Chertigan ne me laissera pas mentir, le président de la commission des arbitres, Francky Gay, qui répondra certainement très favorablement et très bientôt à notre invitation. Il n'a pas pu sur les dernières semaines, certainement pour des contraintes, mais ce serait intéressant quand même qu'on puisse avoir la voix autorisée sur ce plateau, parce que c'est un problème qui se pose de manière d'année en année et de journée en journée, et il est temps peut-être de mettre le doigt sur la plaie, et ça c'est un souhait en tout cas de l'équipe de Sport à la Une d'inviter Francky Gay, président de la commission des arbitres, donc qui est la voix autorisée. Messieurs, merci beaucoup. On vous souhaite bonne continuation. Merci. Voilà, apparemment pour votre match, les supporters de Diambar ne sont pas tout à fait d'accord par rapport à votre analyse. Hein. Mais avant qu'ils ne partent même, on va donner les résultats. Donner les résultats, donc avec nos amis Amadou Diop, les Girafes de Dakar qui s'imposent face à la Douane 1-0, Dakar Sacré-Cœur Pikine 1 but partout, TFC Génération Foot 2-1, Diambar NGB 1 but partout, Gorée Casasport 0 but partout. Stade de Mbour, Snaps 2-0. Ndiambour pour Mbour Petite Côte, victoire de Mbour Petite Côte 2-1 au classement. Donc Teungueth FC leader avec 27 points, suivi de Dakar Sacré-Cœur deuxième avec 19 points, troisième l'AS Douane avec 18 points, et puis en bas de tableau 13e Génération Foot 9 points, moins 5, 14e Snaps de Thiès 9 points également, moins 5. Voilà, c'est l'occasion aussi de faire un coucou à Chergay, le coach de Stade de Mbour qui a gagné ce week-end et qu'on attend aussi avec impatience, même quand il ne gagne pas sur le plateau de Sport à la Une. Voilà, c'est dit. On dit également un bonjour à un monsieur qui nous suit, qui s'appelle Fallou Tcha. Il habite à Tchadiaï. Il est venu jusqu'à Rufisque pour regarder le match de Teungueth FC. Le lendemain, il est parti à Louga pour regarder le match de Ndiambour, un féru de foot et qui supporte Mbour Petite Côte, à qui on a promis aussi de faire un coucou. Pape Lamine. Mbour Petite Côte qui seront en Casamance la semaine prochaine. Très bien. J'espère qu'il ira à Ziguinchor. Ce monsieur, il est passionné. Il s'appelle Fallou. Alors, non, il rencontre le Giraffe. Mbour Petite Côte. C'est votre prochain adversaire. Ouais. Bon, mais je pense que ce sera la dernière journée avant la trêve. Très bien. En déplacement en Casamance. Pape Lamine, merci. Oui, merci, Mam. Toujours un plaisir d'être sur ce plateau de Sport à la Une. Ok, merci, Pape. Ciao. Merci, comme on dit. Toujours un plaisir d'être là. Bonne chance pour la suite. Merci. Merci, Amadou. Merci, maman. Donc, comme on dit,
Bonne chance à vous. Ça a été un grand plaisir. Plaisir partagé. On va vous raccompagner avec une randonnée pour la paix en Casamance. 50 cyclistes de Vélo Passion qui sont revenus à Dakar ce week-end après avoir fait le parcours Dakar-Ziguinchor avec leurs 2 roues afin de transmettre un message de paix. Les participants sont satisfaits de l'organisation. Mission accomplie. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour de nouveaux challenges. Écoutons la réaction des cyclistes et des organisateurs à leur arrivée à la place de l'Obélisque. C'est une activité qu'on a commencé depuis l'année passée. Bon, on se demandait, comme c'est un club de randonnée, si c'était faisable de faire une randonnée Dakar-Ziguinchor. Alors moi, j'ai commencé l'année passée à le faire en solitaire. Il s'est trouvé que c'était possible. Alors cette année, comme on devait le refaire, alors j'en ai parlé aux collègues et ensemble, on a trouvé un thème. On s'est dit, pourquoi pas une randonnée pour la paix en Casamance. Alors c'est comme ça qu'on a pu contacter la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Et on est rentré en partenariat avec eux. Et ils se sont chargés de nous recevoir à Ziguinchor. On a eu des séances de travail. Et sous le thème de Vélo Passion s'engage pour une paix définitive en Casamance sur 914 km. Et c'est ce qu'on vient de faire. Aujourd'hui, on était parti le 15 février passé. Aujourd'hui, le 22, on revient à Dakar. Et on est très comblés, très contents d'avoir rencontré la plateforme des femmes en Casamance. On a aussi rencontré beaucoup de structures qui font du social à Ziguinchor, avec lesquelles on a pu débattre et faire des visites de proximité. C'était vraiment intéressant pour une fois la paix en Casamance. Nous, on s'engage. J'ai su que je pouvais me surpasser, je pouvais faire de grandes choses, j'avais des capacités de faire des choses extraordinaires et aussi pareil de montrer que je pouvais me surpasser, je pouvais faire rouler comme les valides. Nous avons accompli une mission qui au départ n'était pas évidente parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait rallier Ziguinchor et revenir alors qu'il ne l'avait jamais fait. Une distance qui a été initiée par un des membres de Vélo Passion, Bodian, qui l'a fait en solitaire il y a 1 an, je crois. Et il est revenu nous dire c'est possible, on va essayer, on va le faire dans le cadre de la paix que tout le monde recherche en ce moment au niveau de cette région qui est la Casamance. Et nous ont rejoint sur ce plateau Madio Père et Mamadou Ndiaye. Messieurs, bonsoir. Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Mame Fatou. Bonsoir, cher. Bonsoir aux téléspectateurs. Madio, maa ngi lay nuyu. Mame Fatou nuyu naa la nuyu Cheikh Tidiane Diaw nuyu Mamadou Ndiaye nuyu téléspectateurs yi di seetaan. Très bien. Alors, dis juste donner une information. Le week-end prochain, TFC va se déplacer à l'AS Pikine et ce sera l'occasion pour les Pikinois de fêter les 20 ans de Adam Mbaye qui est un joueur cadre de cette équipe pikinoise. Information donnée aussi par un Pikinois, Amadou Sey, qu'on salue au passage, monteur ici au groupe Futur Média. Il devient une légende, Adam Mbaye. Tout à fait. Ça, 20 ans, c'est pas un jour. Alors, on commence les buzz web avec la Ligue 1. Teungueth FC, leader sur le terrain et en même temps dans les gradins. La mascotte du club de Rufisque récompensée par la LSFP, leader avec 27 points. C'est ça? Effectivement, Mame Fatou, leader avec 27 points. Les clubs de Rufisque assurent aussi l'ambiance dans les gradins. Résultat, une autre distinction. La mascotte de Teungueth FC en a séduit plus d'un. La Ligue professionnelle de football en fait l'image de la 11e journée de Ligue 1. Une excellente semaine pour le club rufisquois, mais aussi pour le club que dirige Youssouf Dabo, comme vous le voyez sur ces images. En tout cas, une belle récompense pour terminer la semaine. Exactement. On va parler de la Ligue 1 française. L'attaquant sénégalais Mbaye Niang qui offre la victoire à Rennes sur Nîmes 2-1. Les supporters apprécient la prestation du Sénégalais. Mbaye Niang maintient le stade rennais sur le podium après son doublé, félicité par les supporters juste après la rencontre. Regardez. Pendant ce temps, en équipe nationale, plutôt son coach
à lui Mbaye-Niang en équipe nationale. Aliou Cissé, honoré lui aussi au Parc des Princes. Un ancien du club de la capitale entre 1998 et 2001. Aliou Cissé est invité pour venir suivre la rencontre Paris Saint-Germain-Bordeaux. Il a été accueilli avec honneur par les supporters, mais surtout avec le speaker du Parc des Princes. Regardez. Alors, chers supporters, on est toujours très heureux d'accueillir des anciens sur la pelouse du Parc. Il a joué au PSG en 1998 jusqu'à 2001. On accueille le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, qui est là sûrement, tu vas me le dire, pour peut-être avoir des points de repère par rapport à Idrissa Gueye, bien entendu. Mesdames et messieurs, applaudissez Aliou Cissé. Merci pour lui. Aliou, juste un petit mot. Je sais que tu es occupé. Qu'est-ce que ça te fait de revenir sur la pelouse du Parc? Un grand plaisir. Un grand plaisir. Ça fait un bon bout de temps, je ne suis pas revenu là. Un grand club, une grande équipe. Ici, c'est Paris. Tout est possible. Alors pour lui, on va le dire encore plus fort. Ici, c'est... Merci Aliou. Les anciens internationaux sénégalais être honorés aussi par leur club. Pape Fall avec Marseille, Aliou Cissé avec le PSG. Un bon coup de projecteur. C'est possible pour le PSG. Donc, rêve au grand. Là, c'est le Parc des Princes. Il s'en est passé des choses au Vélodrome ce week-end. On en parle? La victoire de Nantes. Et surtout la fin de série. Après 14 matchs. Ils ont été battus. Les supporters de Marseille ont applaudi leur équipe pour dédramatiser. Donc après 14 matchs sans défaite, on peut bien supporter une petite défaite. Un beau parcours. Voilà. On va parler de l'Angleterre. Encore Sadio Mané, l'information c'est qu'il sauve son équipe puisqu'il marque le but victorieux contre West Ham, 3-2, donc victoire de Liverpool sur les Hammers, 3-2 avec un nouveau but de Sadio Mané. Le Sénégalais a marqué le 3e but, son 13e et 17e, toutes compétitions confondues. 18e victoire d'affilée, le record de Manchester City égalé maintenant. Liverpool s'est fait peur, mais les Reds restent irrésistibles. Ils ont réussi à s'imposer 3-2 face à West Ham. Liverpool est toujours invaincu, premier, 26 victoires, un match nul sur 27 points de. S'ils remportent leurs 4 prochains. Une interview croisée réalisée par nos confrères de Canal+. L'attaquant sénégalais et guinéen parle de leur relation avec le coach Jürgen Klopp, mais surtout leur ambition personnelle en Afrique. Sadio Mané en a profité pour donner une anecdote bien croustillante sur Naby Keïta. Regardez. Au début, je ne parlais pas très bien l'anglais, mais maintenant, voilà. Même maintenant, tu ne parles pas bien. Non, je parle bien anglais, arrête ça. Je vais vous raconter une anecdote. Non, comment? Continue. Je vais raconter quelque chose. Tu comprends l'anglais? Okay. Non, continue. Il y a une semaine. Comment ça, il y a une semaine? Un préparateur physique est venu vers Naby. Non, il veut matcher comme ça. Non. Il est en train de prendre son petit déjeuner. Vu qu'il comprend l'anglais, moi j'étais là-bas, le gars a dit, Naby, tu viens de blessure, maintenant on va essayer d'abord de faire le tour du terrain. Mais c'est un scout, tu vois les Anglais, comment les scouts. On va essayer de faire le tour du terrain. Après on a des sciences spécifiques en fait. Et en plus on peut travailler devant les buts. Il a dit, yeah, I like X. Non. Oui, j'aime l'omelette. Il était omelette. Le gars, il a dit, OK, Naby, il a dit, yeah, I like X. You lie, bro, you lie. J'ai dit, Naby. Moi, j'aime bien Scott. Il était en train de prendre son petit déjeuner. Lui a dit, on va faire ça. Et après, t'as compris? Il a dit, oui, j'aime mon omelette. Non. Arrête ça. Il est fou. J'ai dit, tu comprends l'anglais? Tu dis, yes, I like my ex. Mais c'est vrai? Non, you lie, bro. Ok, d'accord, bye. Non, c'est pas gentil. Hein. Non, c'est pas gentil du tout. C'est pas gentil, il l'a eu. Hein. Non, là, il l'a eu. Bon, Naby est passé à côté. Ouais. On parlait de Kylian Mbappé qui, lui, prend peut-être les habitudes de Neymar et qui répond aux supporters. visé avec Neymar et Thiago Silva pour une banderole déployée par les ultra-parisiens lors du match gagné 4-3 contre Bordeaux dimanche soir au Parc des Princes. Kylian Mbappé a renvoyé le message aux expéditeurs via une story diffusée
dans la nuit sur son compte Instagram avec un point d'interrogation, la peur de gagner. La question c'était, bon, c'était un peu insolent, entre guillemets, via les supporters parisiens, par les ultras parisiens. Et il a répondu la peur de gagner avec un point d'interrogation, pour juste une manière pour lui de répondre aux supporters, aux ultras parisiens. Bon, je trouve qu'il répond beaucoup. Ah oui. Il répond beaucoup, il parle beaucoup. Après, on les attend sur les grands rendez-vous. Mais attends, quand même, faut pas oublier quand même qu'il est champion du monde. Oui, mais champion du monde, mais s'il est à Paris, c'est pour faire gagner la Ligue des Champions. Ça vient pas, il est jeune. Essayer de dépasser les caps de moi, je pense qu'il prend un peu le chemin de Neymar à force de vouloir tout le temps se prendre la tête. Et il faut aussi noter pour le PSG que ça ne va pas être facile avec le forfait de Thiago Silva, confirmé pour le match retour contre Dortmund. Donc Paris sera donc orphelin de, comme vous l'avez dit, d'orphelin de Thiago Silva pour la énième fois. De Meunier et de Verratti. Il rate les grandes occasions de Meunier aussi et de Verratti. Et de Marco Verratti. Bon, on va terminer avec la vidéo bonus. Oui. C'est une révolte des supporters dans un appartement pendant le derby entre Fenerbahçe et Galatasaray. Ça se passe en Turquie. Regardez. Ils ont perdu au pari, eux. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci Mamadou. Dans quelques instants, le hippisme avec Madio Père. Madio delluwaat la ziar. Mame Fatou delluwaat la ziar yow tamit. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm bu baax a baax. alors journée dimanche bi nan la demee. waaw journée dimanche bi moo nekkoon 4e journée bu saison course hippique 2020 foofu ca hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès kaay dem nag ñoom woon fa 5 catégories moo fa doon daw ci course boobu nga xamante ni moo nekkoon 4e journée. première course bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekkoon près de 3 ans yi ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres bi ñu dawee ba tel ki jaraw gàddu gi moo nekk Moussine ci temps wu 2 minutes 22 secondes. deuxième bi nekk Delphinia, troisième bi nekk Papis, quatrième bi nekk Salimar, cinquième bi nekk Talisman. Deuxième course bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekk près de 2 ans yi ñu ngi doon daw ci distance wu 1200 mètres bi ñu dawee ba tel ki jaraw gàddu gi mu nekk Express ci temps wu 1 minute 33 secondes. deuxième bi nekk Moudjahid, troisième bi nekk ki nga xamante ni mooy Maguette Diop, quatrième nekk Miss Yacine, cinquième bi nekk Marie Père. Troisième course bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekk groupe 3 ñu ngi doon daw ci distance wu 2200 mètres bi ñu daw ba teel ki jaraw gàddu gi mu nekk Neneen 4 ci temps wu 3 minutes 05 secondes. deuxième bi nekk Mamindawa, troisième bi nekk Dolly, quatrième nekk Barak 2, cinquième nekk Baax. quatrième course ñu ko doon daw ñoo nekk groupe 2 ñu ngi doon daw ci distance wu 2200 mètres bi ñu daw ba teel ki jaraw gàddu gi mooy Mirwax ci temps wu 3 minutes 05 secondes. deuxième bi nekk Bourax, quatrième bi nekk Ngërëm, cinquième nekk quatrième nekk troisième bi nekk Ngërëm, quatrième nekk Adja Kole Fall, cinquième bi nekk Taïf. troisième course ñu ngi doon daw ñoom ñoo nekk groupe 1 mooy nekkoon naaru góor yi ñu ngi doon daw ci distance wu 2200 mètres bi ñu dawee ba teel ki jaraw gàddu gi mu nekk Cotonou 2 ci temps wu 3 minutes 02 secondes. deuxième bi nekk Général Bara, troisième bi nekk Maxa, quatrième nekk Faydou, cinquième bi nekk Medina. loolu moomoon dem ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop bu Thiès kaay. alors Madiop lundi bi ñu génn amoon ay grief yoo fi indi woon maanaam ci wàllu organisation course bi ak nit ñuy gaañoo mais surtout fas yi ak voilà gaañ-gaañ yi am mu mel ni nag président CNG ci loolu nga wax jot na la si tontu indil la ci aussi ay leeral. waaw dafa mel ni suñu kàddu googu ñu waxoon fii keroog moom dégg na ko ba tax na rectifié wu na li nga xamante ni moo amoon dimanche bi passé fexe na ba dimanche bi amul ñu seetaan li nga xamante ni moom la ñu wax ci suñu micro ñu ñëwaat ci biir plateau bi. yi ñu reteniroon ci journée bi passé mooy jockey 2 ans yi daanu di ñu indil ay problème ñu xool nag li nga xam moo ko doon causé muy affaire d'abord piste bi le CNG a pris la décision de mettre 10 citernes d'eau vraiment nekk na loo xam ne c'est
gis nga ko yéen ñoo ko gisandoor macha allah léegi encore reprendre nañu liis yëpp yi nga xam ne moom lañ doon dal muy dem reprendre lañ leen yëpp habillé leen def ci capitonné ko ba fi mu nekk nii fas bu ci dal da ngay glisser mais dootul damm loolu yëpp innovation yu bees la yoo xam ne indi nañ ko ci journée tey bi yaakaar ne xëy na loolu dana nekk njëriñ pour borom fas yi parce que ñun li ñu fi tegee pour ñu ànd ak borom fas yi di leen accompagner si nu mu gënee loolu ñu ministère jox comme directive te loolu la ñuy appliqué. jërëjëf kooku rek Cheikh Diagne nag ñu di ko félicité nag parce que suñu wax ji dégg na ko ba tax na lépp loo xamante ni moo taxoon muy gaañu fas yi rek wala moo indiwoon ay rëq-rëq ci dimanche ba li passé dimanche bi saafara na ko te loolu la ñu doy njiit nag vraiment kon ñu ngi koy félicité bu baax a baax di ko wax ni fi mu teg tànkam foofu la ndaxte dégg na suñuy kàddu daal Mame Fatou xanaa bu ñu jógee ci loolu rek ñu dem ci course bi nga xamante ni mu nekkoon course naaru góor yi Mame Fatou nekkoon course boo xam si na Cotonou bi nga xamante ni moo rawoon Grand Prix Chef d'État dimanche bi passé dañ ko ñëw raw waaye dimanche bi it mu ñëw rawaat fas yi wan ni ba léegi moom moo nekk Elimane ji ñu seetaan course boobu te ñëw jeex ci plateau bi. naaru góor yi jug nañu Mara Mbaye naaru góor yi jug nañu ñoo nekk groupe 1 war daw ci distance 2200 mètres nekk 5e course Cotonou génn na kan moo génn Cotonou tey daa toog Mara Cotonou duma yéen génn Mara Medina kii numéro 12 bee génn Général Bara génn Mara moo tafu ci ligne bi ànd ak Cotonou génn Mara Cotonou dem na Mara Cotonou génn ci kanam Mara waaye Général Bara ñëw na waaw Medina ñëw na waaye Auguste ñëw na waaye duma yéen ak Masalla bu Njambe Jeey ak Fasaw di Gardas ak Maxafal ak Gaaru Xudos gaynde Njolor gi kenn ku ne yaa ngi toog sa pilier fi ñu toll ni di arbitré kenn ku ne yaa ngi toog sa pilier di arbitré ki nga xamante ni mooy Général Bara génn Cotonou tene ko 2e position waaye Linguère moo nekk 3e position 4e position nekk ki nga xamante ni mooy Dolly 4e position nekk ki nga xamante ni mooy Auguste ñëw na 3e position Auguste ñëw na 3e position Cotonou mi ngi ci biir macha allah ñëw na la ilaha illallah ma job Daaru Xudoos ñëw na dëkk sëñ Modou Moustapha Mbacké ndeysaan la ilaha illallah ma job Cotonou ñëw na ma job la ilaha illallah Faydu gi ñëw na ma job la ilaha illallah oh Maxafal ñëw na gaa yëpp a jege si macha allah jege si na Auguste jege si na Medina jege si na la ilaha Général Bara rawante bi Faydu ñëw na Alfat ñëw na la ilaha illallah nee naa ko façon nga xamante ni te dëgg-dëgg mooy Medina ñëw na la ilaha illallah façon nga xamante ni mooy mashallah bu Njambe Jeey ñëw na la ilaha illallah ma jóob nee naa ko Medina ñëw na ma jóob Cotonou ñëw na ma jóob mala Général Bara Cotonou Cotonou jàpp na ko Général Bara Cotonou dem na Mara Cotonou dem na Mara Cotonou dem na Mara Cotonou dem na Général Bara ñëw na Cotonou Général Bara Mara Cotonou Général Bara Cotonou moo nekk ci kanam Cotonou 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 premier Cotonou deuxième Général Bara troisième ak quatrième Faydu ñuy félicité Cotonou bu baax a baax waaye di félicité bu baax a baax Zoké bi nga xamante ni moom moo ko waroon dimanche bi am na ci ñaari première ndax moom moo waroon fas bi nga xamante ni mooy express jël ci première waaye waraat fas bi nga xamante ni toile fakala mooy Cotonou tamit ñëw jëlaat ci première ñu di ko félicité bu baax a baax di félicité Omar Ba bi nga xamante ni moom Cotonou fas bu mën a dawal ma fàttu vraiment meilleur sauve mii nii Cotonou waaw très bien macha allah très bien donc demain plus d'informations waaye émission naaru góor waaw demee course mbaam tamit suba naam ci course naaru góor ku bëgg a ree ba dee jàppal naaru góor demee incha allah très bien merci Madiop Mamadou merci Cheikh bonsoir merci à l'équipe technique
Vieux Diouf à la réalisation, au son by, caméra Hamza Diallo et Medoun Diouf, maquillage Fifi Sambou. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Au revoir.